Dans un discours très attendu hier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la nation. Et bien, en ce qui concerne cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi a donc fait des déclarations fortes que nous allons analyser tout à l'heure en prenant bien sûr un petit extrait de sa sortie. Le président de la République démocratique du Congo, on le rappelle également, a refusé de prendre part à la réunion programmée toujours mercredi 29 janvier avec son homologue rwandais Paul Kagame, une initiative du Kenya qui visait donc à apaiser la crise dans l'est du Congo. Officiellement, son absence a été justifié par un agenda chargé, même si des sources officieuses confirment que le président Tshisekedi a tout simplement refusé de discuter avec son homologue rwandais. Regarde la situation qui oppose les deux pays. Il faut également rappeler justement qu'en parlant de cette situation, le M23 soutenu par les forces rwandaises contrôle depuis mercredi la quasi-totalité de la ville de Goma selon les dernières informations. Alors que le président Tshisekedi a pointé du doigt le silence complice de la communauté dite internationale. Le gouvernement congolais dénonce une déclaration de guerre du Rwanda et souligne vouloir éviter le carnage à Goma. Comment sortir de cette crise hors dialogue? Alors la RDC, dit-elle, veut-elle, du moins doit-elle discuter avec les terroristes? Le Rwanda est-il prêt à suspendre son soutien justement au M23? Nous en parlerons en thématique principale ce matin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, comme tous les matins sur For You Media Africa. Vous regardez For You Matin, votre matinale. Alors, nous allons très rapidement présenter le panel de ce matin. On rappelle que nous aurons bien sûr une thématique d'accueil. On ira du côté de l'AES parce que là-bas, c'est acté. Les pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont donc définitivement, en tout cas, ne font plus partie de manière officielle de la CEDEAO. On prendra un communiqué tout à l'heure que nous allons bien sûr analyser et commenter avec nos invités. En attendant, on les présente. Monsieur Aïssi sur ce plateau, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Siké, j'ai dit bonjour à mon copanéliste. Je n'oublie pas le management. Il va aller plus vite ce matin. Dans un communiqué presque laconique, le ministre du Commerce, je veux dire le ministre camerounais du Commerce, nous informe que le riz qui est en vente promotionnelle et d'origine pakistanaise est de bonne qualité sans apporter les éléments scientifiques. Mais ce qui est intéressant dans ce communiqué, c'est que monsieur le ministre du Commerce se met en conseiller juridique de l'importateur de ce riz qui est en vente promotionnelle et qui fait l'objet de beaucoup de critiques de la part de beaucoup d'observateurs. Oui. Notamment de la chaîne alimentaire, du moins de ceux qui s'occupent de la sécurité alimentaire dans notre pays. Je voudrais, pour être précis, Madame Siké, demander, suggérer à Monsieur le ministre du Commerce de faire peu de modestie. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à son département ministériel, par rapport à ses rapports personnels avec ces importateurs. Donc, si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Et là, il va véritablement se constituer peut-être participer dans les éléments, n'est-ce pas, dans l'actualité, les sujets qu'on va mettre sur la table. Merci pour l'invitation. Merci à vous également, Monsieur Aïssi. Merci pour cet habituel coup de gueule. Ce matin, à vos côtés, Dr Yamtimbar également, qui partage ce plateau avec nous. Bonjour, Dr Yamtimbar. Bonjour, Madame Siké. Bonjour à Triple A, Albert Anatola ici. Bonjour à ceux qui nous font l'honneur de nous écouter, de nous regarder. Je voudrais juste dire à mon cher copanéliste que je me demande s'il y a un vrai ministère du commerce dans ce pays. Il y en a un. Ah, formellement, mais de manière stratégique et opérationnelle, je me demande si c'est ça.
qu'on appelle le ministère du Commerce. Merci à vous, Dr Yamtimba. Eh bien voilà le décor planté, le panel présenté. Nous allons, chers téléspectateurs, aborder notre thématique d'accueil. On l'a annoncé, hein, l'AES qui a fait, du moins, ne fait plus partie de la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les implications géopolitiques nous intéressent ce matin. L'analyse se fera bien sûr et justement autour de ce communiqué de presse de la CEDEAO qui confirme l'effectivité de ce retrait. Avant peut-être d'analyser quelques bribes de ce communiqué, prenons déjà ce récit de la rédaction centrale de Forum Média. C'est acté. Le départ de l'AES de la CEDEAO n'est plus une utopie, mais un choix délibéré et mûrement réfléchi des trois pays à travers leurs présidents. Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali et Abdourahmane Tiani du Niger, avec le soutien de leur peuple. La CEDEAO a pris des mesures contre les Nigériens, elle a pris des mesures contre les Maliens, elle a pris des mesures contre les Burkinabés. En décidant de confiner économiquement, socialement, financièrement les trois pays, elle a trahi sa mission, celle d'être une CEDEAO des peuples, celle d'offrir aux enfants de l'Afrique de l'Ouest un avenir de paix. Dans une telle situation, le réflexe qui restait était celui de se retirer. Ces trois pays tournent résolument le dos à une CEDEAO qui, en 50 années d'existence, n'a pas su incarner une organisation défendant les intérêts des peuples africains. Au contraire, selon les chefs d'État de l'AES, elle s'est révélée être un syndicat des chefs d'État soutenant un système étranger au peuple africain qui sert d'instrument de domination, d'exploitation et de pillage des ressources de l'Afrique. Et pour exprimer leur joie, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de la capitale du Niger à l'occasion du premier anniversaire de la décision des pays de l'AES de quitter la CEDEAO. Une marche suivie d'un meeting s'est tenue le mardi 28 janvier 2025 au Niger, qui célèbre l'an 1 du retrait des États de l'AES de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est une fierté nationale pour le peuple nigérien. Et ensuite pour le peuple de l'AES. Parce que la sortie des pays de l'AES au niveau du joug de l'organisation de la CEDEAO qui a opprimé le peuple de l'AES, qui a opprimé le peuple de l'Afrique de l'Ouest, vraiment on peut dire que c'est une très fierté pour nous, que nous, le peuple de l'AES, c'est une occasion que nous attendons depuis fort longtemps. Et Dieu merci, nous avons vu exaucer notre prière. Nous sommes fiers des actions aujourd'hui, ça et là, que nos dirigeants sont en train de poser. Voilà pourquoi nous avons décidé de sortir à la face du monde pour manifester notre soutien, pour tenir au courant de l'opinion nationale et internationale. Aussi, les scénarios alarmistes prédisent notamment l'effondrement de l'économie, l'inflation exponentielle, les révoltes populaires n'ont été que des mirages. Et ce, malgré les sanctions inhumaines et les restrictions imposées par la CEDEAO. La résilience réussie des peuples de l'AES montre à suffisance leur capacité et leur volonté à consentir le sacrifice nécessaire pour la conquête de leur souveraineté. Les résultats parlent d'ailleurs d'eux-mêmes. Au Burkina Faso, aujourd'hui le pays contrôle plus de 70% du territoire contre seulement 30% auparavant. Le Mali a repris Kidal, autrefois bastion du territoire au Mali et plus largement au Sahel. Et puis le Niger a aujourd'hui un meilleur contrôle du territoire national. Voilà, merci à la rédaction centrale pour ce récit, bien sûr, autour de ce retrait de l'AES au sein de la CEDEAO. Alors, nous allons prendre peut-être ce communiqué avec le concours de la réalisation très rapidement. Communiqué de presse signé du 29 janvier 2025. Le retrait de Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, la CEDEAO, prend donc effet à compter de ce jour, 29 janvier 2025. Toutefois, dans l'esprit de la solidarité régionale et dans l'intérêt supérieur des populations,
Et conformément à la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes au dialogue, les autorités compétentes à l'intérieur et à l'extérieur de l'ensemble des États membres de la CEDEAO sont priées et tenues de veiller au respect des mesures ci-après. Reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenus par les citoyens du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Continuer à accorder aux biens et aux services provenant des 3 pays concernés le traitement prévu par le schéma de la libération des échanges et la politique d'investissement de la CEDEAO. Permettre aux citoyens des pays concernés de continuer à jouir jusqu'à nouvel ordre du droit de la circulation, de résidence et d'établissement sans visa conformément au protocole de la CEDEAO en la matière, apporter aux fonctionnaires de la CEDEAO des 3 pays un soutien et une coopération sans faille dans le cadre de leur mission pour la communauté. Ces dispositions restent donc en vigueur jusqu'à l'adoption de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO des modalités complètes de nos relations futures avec les 3 pays. La Commission a mis en place une structure pour faciliter les discussions sur ces modalités avec chacun des 3 pays. Ce message est nécessaire pour éviter toute confusion et toute perturbation dans la vie et les affaires de nos populations pendant cette période de transaction 29 janvier 2025. Communiqué de presse, commission de la CEDEAO. Albert Anatola, ici, je commence par vous. Des phrases clés quand même, ouverture du dialogue et une série de mesures qui semblent ne rien changer, en tout cas côté CEDEAO, en ce qui concerne les relations, je peux le dire ainsi, dorénavant entre ces 2 organisations. Oui, l'AES est sortie de la CEDEAO, mais lorsqu'on lit le communiqué, on prend connaissance du communiqué de la CEDEAO, on a l'impression que la CEDEAO, il y a toujours cet espoir, puisqu'on parle toujours d'ouverture, de dialogue, bien sûr, avec l'AES. Mais écoutez, Madame Siké, il y a, comme vous le savez, une relation d'interdépendance entre les pays de l'AES et c'est un pays membre de la CEDEAO. Oui. Et dans le cadre de cette relation d'interdépendance, d'abord du point de vue culturel, du point de vue des échanges commerciaux, plus globalement, du point de vue de la communauté ouest-africaine, il y aura certainement des passerelles qui vont être mises en place pour garder le contact avec l'AES. Je crois que la rupture ne sera pas totale. Oui. Il y aura des passerelles qui vont être ouvertes, oui, soit du point de vue bilatéral, soit du point de vue multilatéral. Multilatéral, oui. Parce que, comme je l'indiquais, c'est une communauté interdépendante, malheureusement, qui a été dévoyée par des éléments extérieurs. Ce n'est pas des éléments perturbateurs. Okay. Des ingérences perturbatrices venant de l'extérieur, notamment de la France et de l'Union européenne. Et la sortie de l'AES, de la CEDEAO, renvoie à 2 ou 3 choses. Il y aura forcément une reconfiguration régionale, oui, géopolitique. La seconde chose, véritablement, il y a un malaise au sein de cette communauté qui, au départ, avait vocation à être une communauté d'intérêt économique. Mais, à part un jeu de glissement, est devenue une communauté d'ingérence politique. On ne sait pas trop pourquoi. La troisième chose, il y a comme une sorte de bashing que certains observateurs, je veux dire certains analystes, soit atlantiques, soit occidentaux, européens, et même ouest-africains ou africains, qui donnent à croire ou à penser que les révolutionnaires de l'AES, c'est des putschistes. Et qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir gérer un État. Et là, je crois que si nous mettons au même niveau, je veux dire, l'implémentation de certaines politiques, notamment du point de vue économique, du point de vue commercial ou bien du point de vue politique, entre l'AES et la CEDEAO, je crois qu'il y a plus d'actes du côté de l'AES, malgré sa jeunesse, que du côté de la CEDEAO. Il y a plus de bavardage, comme dirait mon frère Yamtima, qu'il y a plus de bavardage du côté de la CEDEAO.
je pense que depuis qu'il y a eu cette sorte d'émancipation de l'AES vis-à-vis de la CEDEAO, il y a de moins en moins, n'est-ce pas, l'arrogance française dans leurs affaires. Les ingérences que nous savons, que nous condamnons, que nous décrions. Et en plus, il y a la mise en œuvre n'est-ce pas, des projets d'intérêt économique. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons sur la carte, et par rapport aux projections, oui, que ce soit du côté du Mali, du côté du Burkina Faso, du côté du Niger, il y a des lignes qui bougent. Vous avez la nationalisation, n'est-ce pas, de l'exploitation de certaines matières stratégiques, la nationalisation, n'est-ce pas, de l'industrie tout court. Donc, les trois pays sont portés vers non seulement le panafricanisme, vers le souverainisme, mais surtout vers l'anticolonialisme. C'est ça notre problème. C'est-à-dire le colonialisme français et européen et les autres. Parce qu'il n'y a pas que le colonialisme français. Et il y a également le choix des partenaires. Parce que personne ne leur dicte ce qu'ils doivent faire chez eux. Oui, et avec qui ils doivent... Ils choisissent avec qui ils doivent nouer des relations, soit diplomatiques, soit commerciales ou stratégiques. Avant, on leur imposait, il était imposé des choix, soit des choix politiques. En tout cas, les vassaux qui étaient là-bas, il leur était imposé des choix politiques, des partenaires commerciaux et consorts. Je pense que là, maintenant, nous sommes bien partis et nous continuons à penser que l'AES reste le modèle. Ça, c'est le premier point. Le second point, en ce qui concerne la circulation des personnes et des biens, là encore, je reviens à ce que j'ai dit précédemment, à savoir qu'il y a une relation interdépendante entre les différents peuples qui ont été séparés par les frontières artificielles coloniales. Allez du côté du Bénin, vous trouverez les mêmes peuples qu'on retrouve du côté du Niger. Allez du côté du Mali, vous retrouverez certainement du côté de la Côte d'Ivoire les mêmes peuples. Allez du côté du Burkina Faso, vous retrouverez les mêmes peuples qu'on retrouve du côté du Burkina Faso en Côte d'Ivoire par exemple, et vice-versa. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle, c'est une victoire d'étape. Et là, il y a des signaux de plus en plus qui sont annonciateurs, n'est-ce pas, de ce qu'il y a certains d'autres pays membres de la CEDEAO qui vont certainement rejoindre l'AES. Comme nous l'avons indiqué sur ce plateau, l'AES c'est le modèle et il ne faut pas que l'AES soit isolée. Oui. Parce que si l'AES est isolée, vous avez déjà l'OTAN, la CIA, qui sont en train de se positionner, notamment en Mauritanie, ce qui est une curiosité. Du côté de la Libye, vous en avez, c'est également une curiosité de ce côté. Vous avez l'OTAN qui est annoncé certainement du côté de l'Égypte. Ça pose donc un problème. Il ne faut donc pas que l'AES soit isolée. C'est le temps qu'il y a des projets de déstabilisation de cette région. N'oubliez pas que l'Union européenne et Macron ont toujours sur la table le projet de libération du soldat Bazoum du côté du Niger. Il ne faut pas oublier ça. Donc, à tout moment, il peut y avoir des glissements de ce côté du point de vue des ingérences extérieures. Il ne faut pas non plus croire que les Yankees, notamment si vous voulez, les États-Unis, qui sont de ce côté-là, sont aussi des nobles personnages. Non, ils ont des agendas. Voilà, ils ont des agendas cachés, ils ont des projets, en dehors des projets diplomatiques, des projets géopolitiques ou géostratégiques, ils ont d'autres projets. Un peu comme en République démocratique du Congo, on en parlait tout à l'heure. Je voulais donc sortir en disant, pour ce premier jeu, Madame Siké, que c'est une très bonne nouvelle. Je crois qu'il ne faut pas que la CEDEAO donne l'impression que c'est elle qui contrôle la situation, que c'est elle qui gère l'horloge, qu'elle est maître de l'horloge. Non. C'est plutôt désormais l'AES qui contrôle la situation et qui va obliger la CEDEAO à se réveiller, n'est-ce pas, de son gros sommeil.
Merci à vous, Albert Anatola. Ici, Dr Yom Timba. Il y a quelques jours encore, on annonçait la CEDEAO actait le retrait d'un seul pays, le Mali. On en a d'ailleurs discuté sur les plateaux ici. Finalement, bien sûr, tout à l'heure, Albert Anatola ici le disait, il ne faudrait pas que la CEDEAO donne l'impression que c'est elle qui contrôle, parce qu'on le sait, les États de l'AES avaient déjà donné leur délai. On parlait du 29 janvier 2025 et cela a été bien sûr effectif. Ces pays ne font plus partie donc de la CEDEAO. Le retrait de l'AES qui peut, Dr Yom Timba, selon certains analystes, entraîner également la chute ou le déclin de la CEDEAO. Déclin, oui, c'est évident. Ils sont amputés d'une partie de leurs membres, donc cela va de soi. Oui. La chute, c'est peu probable. Ok. C'est peu probable. Il y aura la CEDEAO et ses alliés atlantistes, ses alliés de l'OTAN, vont certainement chercher à sauver ce qu'il est encore et à s'assurer que ce bloc reste pour faire contrepoids à quelque chose de beaucoup plus grand qui s'est fait et qui s'est constitué et dont nous devons parler. Et c'est extrêmement important. Les éléments du fameux communiqué. Bon, alors, si vous le revoyez, ce communiqué, en tant qu'Africain, il y a quelque chose qui vous choque fondamentalement. Mais peut-être qu'on n'y fait pas suffisamment attention parce que c'est quotidien. Mais vous avez ce communiqué, les trois langues qui sont utilisées là, vous avez vu une langue africaine. Pourtant, c'est des Africains qui parlent. C'est-à-dire, pour un Russe, pour un Chinois, pour un Vietnamien, pour un Indien, c'est quelque chose de bizarre. Des Africains sont en train de parler, il y a de l'anglais, il y a du français, il y a du portugais. Qu'est-ce qui est africain là-dedans? Rien du tout. Ce sont des éléments extrêmement d'identité et des éléments d'impact géopolitique qui, quand les autres pays nous regardent, ils disent « ouais, bon, ben, ils sont intéressants, mais ils ont encore des marqueurs de la colonisation qui sont très forts et il faudrait vraiment qu'ils fassent quelque chose. » Et c'est ça tout l'intérêt de l'AES aujourd'hui, parce qu'à partir d'ici, l'AES, même si elle s'exprime encore en français, a mis en place un certain nombre d'éléments, par exemple pour revaloriser les langues nationales et les placer au même niveau que ces langues coloniales, avec un projet de dépassement des langues coloniales pour désormais utiliser les langues locales. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça montre déjà des éléments de rupture systémique et structurelle avec la CEDEAO. L'autre chose, c'est que dans ce communiqué, les gens vous disent « oui, nous allons apporter un soutien aux ressources humaines issues des trois pays. » Des trois pays, oui. Oui, mais l'AES ne voit pas forcément comme ça. Ces ressources humaines constituent en réalité la base de compétences qui vont mettre l'AES en marche. Pour développer justement cet espace AES. La CEDEAO est en train de dire oui, on va s'assurer que les plus compétents soient maintenus, mais que les autres rentrent dans leur pays. L'AES a l'intention de récupérer ces éléments les plus compétents pour justement renforcer l'organisation. Et vous voyez que c'est une contradiction fondamentale des billevesées que les gens comme les Barack Obama viennent raconter ici. Il faut des institutions fortes, ce n'est pas les hommes forts. Mais si vous n'avez pas des hommes compétents et forts, qui va créer des institutions fortes et qui va les faire fonctionner? Donc, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez parfois des actes que les gens posent, mais qui leur permettent de critiquer de façon verte, tonique, des choses que les gens disent sans jamais leur parler. Parce que là, maintenant, l'AES a besoin de ces cadres. Oui. Mais en réalité, vous comprenez qu'ils attendaient que le retrait soit effectif. Effectif, oui. Et ils avaient été clairs. Ce ne serait pas un retrait individuel, parce ce ne sera pas des négociations individuelles, parce qu'il n'y a jamais eu de retrait individuel. C'était un retrait collectif. Donc vos histoires de vouloir négocier avec chaque pays, mais ils vous disent qu'ils n'existent plus comme tels. Ils existent sous la forme d'une confédération. Et c'est donc une confédération qui négocie avec une communauté. Mais c'est justement pour ça qu'on a l'impression que pour la CEDEAO, c'est juste le communiqué, juste un communiqué, mais la CEDEAO, c'est pas encore réellement effectif au niveau de la CEDEAO.
Quoi qu'il en soit, madame, effectif ou pas au niveau de la CEDEAO, il me semble que l'AES, je le dis toujours, ça bavarde trop du côté de la CEDEAO, ça pose des actes du côté de l'AES. Pendant que vous êtes en train de dire c'est pas effectif, on va, blablabla, les autres ont un passeport. Un passeport, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein. Un passeport, c'est un document d'identification. Mais il n'y a que les États qui peuvent se permettre ça, ou des regroupements d'États qui peuvent se permettre ça. Ils ont un passeport, ça veut dire que si quelqu'un, un citoyen de l'AES arrive aux portes, je dis n'importe quoi, disons aux portes de Dubaï, oui, des Émirats Arabes Unis, il va présenter son passeport de l'AES. Vous, un autre citoyen arrive, il a le passeport de la CEDEAO, il va présenter son passeport de la CEDEAO. Pour les Émiratis, ça voudrait dire que ces gens viennent de deux zones différentes. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas ce que vous estimez, ce que vous imaginez qui compte. Dans le monde, là, c'est les actes que vous posez qui amènent les gens à vous donner tel ou tel niveau de considération ou pas. Donc, pour le reste du monde aujourd'hui, il vient de se passer quelque chose c'est quelque chose d'extrêmement important. Il va y avoir des négociations pour l'AES qui sont des négociations collectives. Et l'AES, à compter de maintenant, va purement et simplement récupérer le socle, sa base de compétences qui travaillent à la CEDEAO pour que ces compétences viennent donc mettre en place, développer, structurer, organiser, faire fonctionner l'AES. C'est tout. En réalité, le problème de fond, c'est quoi? Le problème de fond, c'est que une grande partie des éléments les plus compétents, les plus expérimentés de la CEDEAO viennent de ces pays-là. N'oubliez pas que c'est des pays fondateurs. Et ils ont eu une longue tradition de pourvoi en fonctionnaires internationaux à la CEDEAO. Et aujourd'hui, ces gens-là, extrêmement compétents, parfaitement, particulièrement expérimentés, oui, eh bien l'AES cherche à les récupérer, cherche à les conserver, alors que la CEDEAO cherche à les conserver, alors que l'AES en a besoin. Sauf que il y aura juste un choix à faire pour ces gens-là. Soit ils garderont la nationalité de leur pays d'origine, c'est-à-dire le pays de l'AES, soit ils prendront de nouvelles nationalités et les pays de l'AES prendront acte du fait qu'il y a des félons qui sont allés dans le camp ennemi. C'est tout. Enfin, dans le camp en face. Oui. Ennemi, pas ennemi, vraiment. Parce que du point de vue de l'AES, il n'y a pas d'inimitié en réalité. L'AES estime qu'il y a eu un élément de rupture, il y a eu un contexte d'incommensurabilité avec les pays de la CEDEAO et qu'il fallait juste que chacun continue. Mais l'élément central dans cette affaire, c'est la consolidation du Sud global. Parce que la CEDEAO a pour soutien l'OTAN, le G7 et tout cela. Donc, c'est un espace de néocolonialisme. Et lorsque vous pensez à tous les efforts qui sont faits depuis 2023 pour dénoncer le néocolonialisme, d'abord par la Russie qui a organisé un forum sur les libertés, ensuite par toutes les démarches ou disons toutes les dénonciations qui se font au niveau de l'ONU et par des actes posés par des mouvements comme le MIR en Martinique pour les réparations sur la traite négrière et sur la présence française dans les Antilles et dans les pays africains, ou encore tout le travail des panafricanistes qui consiste à dire qu'il n'y a aucune raison qu'un seul être humain soit privé de liberté sur la terre. Il n'y a aucune raison. Et ceux qui vous disent qu'eux, ils sont les pays libres, sont les seuls pays qui dominent l'Afrique et qui font vivre le néocolonialisme. Là, le Sud global se consolide. Il y a un bloc qui se détache donc de cet environnement néocolonial et qui se constitue en entité libre et représente désormais de façon effective un bon client pour les BRICS. D'accord. C'est un pays de 80 millions d'habitants à peu près, de près de 3 millions de kilomètres carrés, et dont l'option idéologique et stratégique correspond exactement à l'esprit et à la lettre des BRICS. Des BRICS, tout à fait. Nous sommes en rupture avec un monde dollarisé, avec un monde néocolonial, et nous créons donc un Sud global qui va permettre de restituer et de restaurer la liberté, de restituer la liberté des individus et de restaurer l'indépendance des peuples. Voilà le discours. Et la date du 29 janvier pour 2025, pour le moment, nous semble
relativement banal. Mais lorsque nous allons dans l'histoire, d'ici 10 ans, 20 ans et encore plus tard, dans 50 ans, 100 ans, les gens se rendront compte que quelque chose de fondamental s'est passé en Afrique. Il y a 3 pays qui ont décidé d'achever enfin le processus de décolonisation de l'Afrique. Parce que vous avez certainement entendu parler des carnets secrets de la décolonisation de Georges Chaffard. En réalité, les Français sont eux-mêmes conscients que la décolonisation ne s'est pas achevée. Or, pour que le monde connaisse la liberté, pour que le credo, ou si vous voulez, le fondement même des BRICS, en tout cas tel que nous les Africains nous comprenons ce que c'est que les BRICS, c'est l'idée qu'il y a un espace, il y a eu un ensemble de colonisateurs qui ont dominé le monde entre la fin du 19e et le milieu, ou disons le 20e siècle, parce qu'ils continuent à le dominer. Et il y a donc une démarche qui consiste à se détacher de ces gens-là, à constituer un monde de liberté et d'indépendance et de souveraineté qui va permettre aux êtres humains de connaître un peu plus de prospérité et un peu plus de, si vous voulez, de bonheur et de bien-être sur la planète. Malheureusement, l'Afrique tout entière reste marquée du sceau du néocolonialisme. Et il y a 3 pays qui ont décidé de suivre à la fois les propositions, ou si vous voulez, les recommandations de Cheikh Anta Diop, de Kwame Nkrumah, mais également des fondateurs du panafricanisme dès le départ, à savoir la solidarité entre les peuples, et de cette solidarité, on puisse construire une puissance économique, une puissance militaire, et qu'on puisse se détacher des dominateurs et des pilleurs d'avant. Merci à vous, Dr Yam Timba. Une date historique qui, on l'espère, sera enseignée, bien sûr, dans les écoles africaines. On espère qu'elle sera insérée dans nos différents manuels scolaires, justement, pour ne plus apprendre l'histoire des autres peuples. Oui, monsieur Aïssi, peut-être, j'avais également cette autre petite interrogation, peut-être à votre ajout, cet échec, finalement, du Sénégal. On sait que le Sénégal avait également pour mission de faire revenir les États de l'AES au sein de la CEDEAO. Il y avait toujours cet espoir. Est-ce qu'on peut parler d'échec? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir. C'est quelque chose que j'ai suivi dans un média hexagonal, où, comme d'habitude, un expert du plateau nous faisait comprendre que la sortie de l'AES de la CEDEAO va acter, n'est-ce pas, la destruction des emplois. Et des emplois au profit des fonctionnaires de ces 3 pays, oui, au sein de la CEDEAO, et que les projets d'investissement et développement qui étaient en cours du côté de l'AES vont s'arrêter. Alors j'ai fait quelques recherches pour savoir quels sont ces projets qui étaient engagés respectivement au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et financés par la CEDEAO. Alors, ça nous renvoie à une sorte d'imposture à laquelle nous sommes coutumiers. La deuxième chose, lorsque vous voyez dans le communiqué qui parle, justement le point du communiqué qui parle de la circulation des personnes et des biens, oui, ils sont dans le suivisme, puisque avant eux, l'AES a clairement indiqué qu'il n'y a pas de problème en matière de circulation des personnes et des biens, et surtout en matière des titres de transport. C'est-à-dire, vous pouvez entrer au sein de l'AES avec votre carte d'identité. Tout à fait. Avec le passé, qui sont détenteurs du passeport de la CEDEAO, sont également les bienvenus. Pourquoi? Yamil a expliqué plusieurs fois sur ce plateau. C'est-à-dire pour l'AES, il faut absolument capter non seulement des ressources humaines, des investisseurs potentiels au sein de l'AES. Parce que si vous mettez des barrières, ça veut dire que même si vous pouvez justement court-circuiter ou compromettre les projets de développement, d'investissement au sein de votre confédération. Est-ce que c'était un échec pour le Sénégal? Naturellement, mais ils savaient que ce serait un échec. Ils savaient absolument, puisque les responsables dirigeants de l'AES ont dit, au travers leurs responsables en charge de la diplomatie, que c'est irréversible, la sortie de la CEDEAO est irréversible.
Je crois que c'est le ministre Abdoulaye Diop qui l'a dit, que c'était irréversible. Mais en engageant le jeune président sénégalais dans cette aventure pratiquement ambiguë, bon, ils pensent que, comme c'est un jeune, certainement ils ont joué sur la carte de la jeunesse, ils pensent que comme c'est un jeune, certainement un jeune va s'adresser à des jeunes, et il sera plus réceptif. Mais c'était un dossier franchement très délicat, très compliqué pour lui. Et c'est donc un échec. Et je pense que là, ils ont mis la diplomatie sénégalaise, du moins son chef d'État, dans une situation d'inconfort. Et ce qui traduit une fois de plus que nous n'avons pas affaire de personnes honnêtes. Je voudrais terminer en disant que ce qui est important pour nous, les panafricanistes, et nous l'avons souligné dans ce plateau, c'est cette force unifiée. N'est-ce pas? Et pas la force militaire unifiée qui est en création. Et je crois que c'est important. Parce que par rapport aux projets d'envergure qui sont annoncés dans cet espace, désormais, il faut assurer leur sécurité. Parce que aux alentours, vous avez des pays qui sont des zones de repli des terroristes, des bases de repli des groupes armés, entre autres. Et forcément, on l'a connu dans le contexte, n'est-ce pas, des bisbilles diplomatiques entre le Niger et le Bénin, au niveau du pipeline. Et ça a commencé à être déstabilisé. C'est-à-dire, alors que le Bénin avait la responsabilité, certainement, d'assurer la sécurité sur son territoire, mais paradoxalement, on a eu le sentiment que la tentative de déstabilisation de ce projet était voulue de l'autre côté de la frontière, du côté de la frontière béninoise. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, Madame Siké, c'est une victoire d'étape. Et je pense que le Togo va certainement rejoindre cet espace, mais ce qui nous intéresse également, c'est leur position par rapport au franc CFA, parce que si, d'aventure, ils créent leur monnaie et sortent définitivement du franc CFA, je pense que ce sera encore une très bonne nouvelle pour nous. Une victoire d'étape pour les États de l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali qui ne font donc plus partie de manière officielle de la CEDEAO. Nous refermons cette page consacrée à notre sujet d'accueil abordant dans l'actualité en République démocratique du Congo. Nous l'annoncions, cette sortie du président Félix Tshisekedi, sortie très attendue durant toute la journée d'hier alors qu'il devait également assister justement à ce sommet, du moins une réunion, on va le dire comme ça, programmée avec son homologue rwandais Paul Kagame. Félix Tshisekedi a décliné justement cette invitation. Il n'est pas parti, il ne s'est pas rendu, même si des sources précisent que cette réunion devait se faire bien sûr en ligne. Félix Tshisekedi a refusé de prendre part à cette réunion au regard de la situation. Bien sûr, c'est l'excuse, si on peut le dire ainsi, officielle qui a été avancée. Et puis, il y a eu cette sortie. On va, avec le concours de la réalisation, écouter ce petit extrait qui va nous permettre justement de commenter cette actualité. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur, qui est aussi la mienne. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir toute escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services essentiels. Je tiens à rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont payé le prix ultime dans cette lutte pour notre dignité et notre souveraineté. J'ai une pensée pieuse pour le général-major Peter Chirimwami,
gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé les armes à la main. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous nos militaires et de tous les Wazalendo tombés sur le champ d'honneur. Je pense aussi aux soldats de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAMI d'IRC, qui combattent à nos côtés, aux casques bleus de la MONUSCO qui ont sacrifié leur vie pour la paix, ainsi qu'aux innombrables civils victimes de la barbarie ennemie. Leur courage et leur sacrifice ne seront jamais oubliés, et nous portons leur flambeau avec la ferme détermination d'achever leur noble combat. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ces supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Merci à la réalisation pour cet extrait, effectivement, du président Félix Tshisekedi. On a écouté quelques déclarations quand même assez fortes. C'est vrai qu'il y a cet hommage également à ces militaires qui sont tombés, ces populations, casques bleus de la MONUSCO, entre autres. Et le président Tshisekedi s'est donc une fois de plus montré, en tout cas il a été assez clair en ce qui concerne les attaques, comme il a dit, continue, bien sûr, le Rwanda qui continue de violer les principes de la Charte des Nations Unies. Mais on a également entendu le président Tshisekedi, Dr Yontimba, il parle de silence, le silence complice de la communauté dite internationale. Et il parle, selon lui, c'est un silence qui constitue un affront justement à la République démocratique du Congo. Il faut que les Africains arrêtent de jouer les gamins. Qu'on arrête ça. Qu'on arrête de jouer les gamins et qu'on prenne notre destin en main. Vous êtes le Congo, la République démocratique du Congo, et vous appelez la communauté internationale dans un conflit avec le Rwanda. Quand vous aurez un conflit avec l'Angola, ce sera quoi? Vous allez appeler le bon Dieu? Mais non, vraiment, il faut qu'on commence à dire clairement à nos chefs d'État d'arrêter de jouer les gamins. Vous n'avez pas, quand vous êtes le Congo, il rend hommage à un certain nombre de personnes qui sont tombées, mais ces gens n'auraient jamais dû tomber si depuis qu'il est là, il avait pris les mesures qui paraissent évidentes à tout le monde depuis toujours. Tout le monde sait ce qui se passe en RDC, dans l'est de la RDC. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil là. Depuis 30 ans, on sait ce qui se passe là-bas. Le Rwanda, ce n'est qu'un faire-valoir. Le Rwanda, ce n'est qu'un instrument
Tout à l'heure, on parlait de néocolonialisme et de la décolonisation inachevée de l'Afrique. Mais c'est ça qui se passe là-bas à l'est de la RDC. Le Rwanda, c'est un instrument utilisé par les Occidentaux pour continuer à déstabiliser la RDC. D'abord, il y a deux objectifs. Le premier, ou trois, le premier, c'est qu'il faut s'assurer d'installer le chaos dans toute l'Afrique. C'est pour ça qu'il y a les conflits partout. Parce que ce chaos leur permet d'exploiter des ressources beaucoup plus aisément, à moindre coût et sans rien reverser aux Africains. On n'a jamais aussi bien pompé le pétrole en Libye qu'aujourd'hui, qui a le chaos. On n'a jamais aussi bien pompé les ressources naturelles, le coltan, etc., dans l'est du Congo que depuis que cette guerre-là existe. Donc, la situation aujourd'hui, c'est qu'un chef d'État qui dénonce un silence complice de la communauté internationale 6 ou 7 ans après avoir accédé au pouvoir, pour la plupart des Africains, on se demande, mais c'est une curiosité planétaire et historique. Il n'y a pas 10 millions de choses à faire. Quand vous êtes le président de la RDC, je ne dis pas que être président, ce qu'il fait là est facile. Être président est facile, mais il y a un minimum de choses que le peuple attend. Et si le peuple ne voit pas ces choses-là, il y a un problème. Si vous êtes le président, vous avez 20 millions de morts sur le carreau au moment où vous arrivez au pouvoir, du fait d'une situation qui a été créée. Et vous savez que, là je parlais de 3 objectifs. Le troisième objectif poursuivi par l'Occident, c'est de dépecer carrément votre pays, parce qu'ils estiment que la conférence de Berlin aurait dû découper ça. Mais comme Léopold était respecté à l'époque, on a laissé 2,5 millions de kilomètres carrés. Il faut découper ça en petite superficie de 200 ou 300 000 kilomètres carrés. Donc, le projet, c'est de découper la RDC en 5 ou en 10 pays différents qui ne seront donc très fragiles et qu'on va continuer à manipuler. Et l'Est du Congo, c'est l'une des zones les plus riches du monde. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser un pays, un petit voisin. Ils ont essayé ça avec le Burundi a refusé. Le Burundi a refusé. Le Rwanda s'est retrouvé piégé dans ce truc-là. Parce que l'autre chose aussi, c'est qu'ils veulent que nous, les Africains, que nous insultions nos frères rwandais, que nous écrasions nos frères rwandais, que nous décidions de les malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Non, nous les panafricanistes, nous n'accepterons pas ça. Ce n'est pas notre position. Notre position est de protéger tous les Africains où qu'ils se trouvent. Le Rwanda est tombé dans un piège, certainement du fait d'un certain nombre de Rwandais. Mais le peuple, oui, nous parlons de dirigeants, mais le peuple rwandais est tombé dans un piège. Nous allons le sortir de là et nous devons le protéger. Il a droit à notre compassion, à nous tous les Africains. Nous ne devons pas perdre de vue ce qui est essentiel pour nous les Africains. C'est la solidarité de tous les Africains. Il n'y en a pas un seul qui ne sera pas sauvé là-dedans. Donc le Rwanda est tombé dans ce piège et aujourd'hui, on l'utilise, on l'exploite, on l'instrumentalise pour déstabiliser le Congo. Très bien. Qu'est-ce que vous, le président, si vous avez cette pleine conscience à la fois des enjeux historiques, néocolonialistes et géopolitiques de votre pays et de sa situation, qu'est-ce que vous faites? Nous, on pense que la proposition qui pourrait être soumise au président et que le président aurait dû soumettre à son peuple, c'était de dire, messieurs, je fais les bonnes alliances internationales, celles qui, je vais aller trouver les alliés objectifs de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire ceux qui sont opposés de la même manière que qui sont opposés à ceux qui pillent le Congo et organisent ce carnage-là, parce que je ne sais même plus s'il faut appeler ça massacre ou quoi, mais c'est un génocide. 20 millions de morts. Ceux qui organisent ça, qui l'entretiennent, qui en profitent, ils ont certainement des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc je vais chercher à m'allier à ces personnes qui sont des alliés objectifs, première chose. Deuxième chose, je vais chercher à trouver ces alliés objectifs parce que j'ai un plan puissant d'action militaire qui doit être menée dans cette zone pour sa reconquête. Et je vais donc armer le pays massivement, former convenablement l'armée, la consolider pour pouvoir aller là-bas. Mais vous, dès que vous arrivez au pouvoir, vous trouvez une école de guerre avec les Français. Vous cherchez quoi en fait? Or, ils font partie de l'OTAN, du G7 de l'Occident qui est en train de détruire votre pays, mais l'école de guerre que vous ouvrez, c'est avec eux. Vous avez un problème. Vous êtes, à la limite, on peut se demander si vous êtes au service de votre peuple ou vous êtes au service d'autre chose. Certains pensent qu'il peut être complice de la situation. Peut-être. Entre autres éléments. C'est-à-dire qu'en fait,
ça peut être une complicité active, c'est-à-dire je sais ce que je fais, ou ça peut être une complicité passive. En fait, il ne sait même pas ce qu'il fait. On lui a simplement assigné un certain nombre d'objectifs en l'aidant à arriver au pouvoir, à accéder au pouvoir. Et donc, du coup, personne ne comprend. Vous avez vu les ambassades qui ont été attaquées. Ça veut dire que le peuple, mais le président n'est pas Dieu. Le président n'est pas omniscient. Le peuple vous indique quels sont ses ennemis. Le peuple vous dit, monsieur le président, laissez-nous la rhétorique, laissez le bavardage. Voici nos ennemis. Et le peuple allait brûler ces ambassades-là. C'est ça la réponse. Mais vous, le président, vous êtes au service de qui? Mais du peuple. Et le peuple vous a dit, vous a clairement indiqué quels sont ses ennemis. Et ce n'est pas aujourd'hui la première fois que le peuple indique quels sont ses ennemis. Le peuple a toujours dit, je connais mes ennemis, les voici. Donc vous, en arrivant au pouvoir, vous aviez la pleine, il suffisait d'écouter votre peuple. Sauf si, évidemment, vous êtes arrivé au pouvoir sans tenir compte de ce peuple-là. Ce peuple vous disait, voilà ses ennemis. Donc, vous organisez cette action militaire massive avec des alliés objectifs. Et vous articulez, parce qu'il ne s'agit pas seulement de libérer cette zone. Il s'agit d'en prendre possession. Bien Donc, sûr. vous articulez à cette action militaire des actions de production agricole, des actions industrielles et des actions de développement des infrastructures. Si vous faites ça, qu'est-ce que vous provoquez? Vous créez des emplois et vous créez une inclusion du peuple qui se sent écouté. Une certaine sécurité. Et vous lui apportez, via donc ces différentes actions, la sécurité qui lui manque. Mais Dr Yamtimba, permettez-moi de vous relancer. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est une situation qui dure quand même une dizaine d'années. Vous avez parlé, je crois, d'au moins 30 ans. Trentaine d'années. Voilà, du côté de la République démocratique du Congo. La question que j'aimerais quand même poser, est-ce qu'on peut être aussi dur, ou alors autant vouloir au président Tshisekedi lorsqu'on sait qu'avant lui, il y a eu effectivement d'autres dirigeants qui n'ont pas pu justement régler définitivement la question. Mais dans tous les cas, chaque président a un bilan. Nous n'allons pas mettre le bilan de certains dans son bilan dans le bilan des autres. Il a son bilan et il n'est pas là depuis 7 mois, il est là depuis 6 ou 7 ans. 2019 par là, oui. 2019, oui. Donc il est là depuis 6 ans. 6 ans, oui. Ça, c'est la 7e année qu'il est là. 7 ans après, comment il peut expliquer ça? Comment il peut expliquer 7 ans après, quand Poutine était arrivé au pouvoir, personne ne s'amusait plus avec la Russie? Entre 1998 et 2005, la Russie avait réussi à restaurer une grande partie de sa crédibilité, de son autorité, de sa respectabilité au niveau international. Nous devons avoir des objectifs précis, réalistes, et nous atteler à les faire. Au Cameroun, il y a un mot qu'on utilise, qu'on appelle le hemle. Et il faut que ce concept-là, les gens l'écoutent très bien. Hein. Je crois que les gens ne savent pas ce que c'est. Parce qu'on le traduit facilement en disant la foi. Ce n'est pas ça ce que le hemle veut dire. Le hemle veut dire, je me fixe des objectifs, je me donne les moyens de les atteindre contre vents et marées, en étant moi-même les vents et les marées. Et non seulement je me donne les moyens, je me trouve tout ce qui est comme allié, tout ce qui est comme soutien, ressources, le temps, la détermination pour les atteindre. Oui. Donc ce que nous attendons des paysans africains, c'est ça. Ce n'est pas de venir commencer à dire que la communauté internationale est montée et descendue. Vous êtes un pays de 154 millions d'habitants. Un pays de 17 millions d'habitants vous emmerde. Vous réglez le problème. Vous êtes un pays, vous avez 14, là, je ne sais pas cette année, mais l'année dernière, il avait 14 milliards de dollars de budget militaire. Oui. Vous avez 14 milliards de budget militaire, mais c'est combien? C'est 14 milliards de budget militaire. Vous dites que vous n'avez pas assez d'armement pour régler ce genre de problème. Vous avez mis 14 milliards de dollars où? Vous avez fait quoi avec? Donc, il y a énormément de questions qui sont soulevées. Nous ne devons pas faire comme si nous commençons à dire, parce que nous tombons dans l'émotion, en disant oui, les gens sont morts, le président a présenté, il s'est incliné devant la mémoire. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là, c'est son rôle de président, il le fait. Encore qu'on attendait une décision ferme dans son discours. Bien sûr, on attendait qu'il dise, nous lançons une conscription, que les gens viennent s'engager, un appel à l'engagement des Congolais, non seulement un appel des militaires, de ceux qui veulent rejoindre l'armée, un appel du financement, c'est-à-dire une sorte de financement populaire de cette armée s'il n'y a pas d'argent. Il attend, il proclame, bon c'est vrai que je crois que l'état d'exception il y a proclamé là-bas, donc ils sont en état de guerre en fait, mais à ce moment-là, il décide par exemple des mesures terribles.
il ordonne la fermeture des frontières. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on ordonne la fermeture des frontières, mais je crois que pendant un moment, ils ont fermé le point de passage entre le Rwanda. Mais vous fermez toutes les frontières du pays parce que vous êtes... Quand une de vos capitales provinciales est prise, une capitale importante est prise comme cela, vous fermez les frontières du pays. Vous dites que la communauté internationale a fait ci, a fait ça. Mais vous fermez le pays, ils ne viennent plus. Imaginez que... Mais il faut prendre des mesures qui vont dans le sens de ce que votre peuple attend. Le peuple congolais attend que, par exemple, le président décide de fermer les frontières. Si le président ferme les frontières, bloque toutes les transactions financières vers l'extérieur, mais c'est les gens qui utilisent, qui exploitent les mines du Congo et qui ne reversent rien qui ont un problème. Parce que je vous dis encore, quand vous prenez un pays comme le Congo, où les gens peuvent se faire 35 milliards de dollars dans l'exploitation des mines, et le Congo reçoit à peine 500 ou 600 millions de dollars, il y a un gros problème. Où vous avez un pays dans lequel vous avez 70% du coltan mondial, ça veut dire qui se trouve au Congo et qui est exploité là-bas. Ce qui veut dire, parce qu'aujourd'hui le Congo fournit 90% du coltan mondial à peu près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Congo décide qu'on ferme les frontières, eh bien, tout le monde va se mettre à la porte pour dire non, arrêtez vos histoires parce que sinon nos missiles, nos caméras, nos satellites ne vont plus fonctionner, nos téléphones, ça ne va plus fonctionner. Vous devez faire, comment on dit faire la politique de ces moyens. Quels sont les moyens dont dispose le Congo? On a l'impression que le président n'utilise pas ses moyens. On a la Russie qui dit nous avons un vieil accord là qu'on n'a pas encore finalisé, nous sommes prêts à venir vous donner un coup de main. Le président en est à dire qu'il s'incline devant la mémoire des gens de la MONUSCO qui sont là depuis 35 ans et qui n'ont rien fait, qui n'ont aucun bilan. Mais l'une des premières mesures, c'est de dire la MONUSCO, vous rentrez chez vous. Parce que si l'ONU, cette communauté internationale, il dit qu'il y a un silence complice. Mais il n'y a pas un silence complice, il y a une action. C'est-à-dire qu'il y a une présence active de cette communauté internationale pour que la déstabilisation du Congo se fasse. Parce que si ces gens veulent aider le Congo, qu'ils prennent le budget de la MONUSCO et qu'ils l'affectent à l'armée congolaise. Parce que je n'ai jamais compris le principe des missions de l'ONU. Vous êtes membre de l'ONU. L'ONU dit qu'elle veut vous aider. D'accord, très bien. C'est-à-dire que les membres d'une association décident d'aider un de leurs. Mais ce qu'il fallait faire, c'est que ce budget, ainsi que les hommes, les matériels, doivent être placés sous le commandement, sous la gestion du chef, du commandant suprême des forces armées du pays, qui est donc le président de la République. Et qui va donc déléguer au chef d'état-major et au ministre de la Défense, chacun en ce qui le concerne, ce qu'il faudra faire. Oui. Or, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire quoi? Vous vous retrouvez dans un pays où vous avez 2 commandants en chef. Mais il ne peut pas y avoir 2 commandants en chef dans un pays. Est-ce que l'armée congolaise sait même ce qui se fait dans les transmissions de la MONUSCO que le président vient valoriser là? Est-ce qu'il partage ces informations? Est-ce qu'il y a un partage de renseignements entre la MONUSCO et l'armée congolaise? Que c'est la MONUSCO que l'armée congolaise ne sait pas? Ne sait pas. Est-ce que l'armée congolaise a autant de matériel que la MONUSCO, par exemple? Est-ce que la MONUSCO participe même à l'économie du Congo? Est-ce qu'ils consomment localement? Donc, vous avez des gens qui sont là depuis 35 ans et qui ont déjà dépensé plus de 50 milliards de dollars de budget. Est-ce que ces gens-là ont aidé le Congo à créer même une simple usine de transformation de manioc par leur présence? Rien du tout. Donc, le président doit prendre des mesures drastiques. Le président, ce qu'on attend de lui, qu'il, au lieu de dire l'Union africaine, mais il appelle l'Union africaine, alors que l'Union africaine, 60% ou 65% de son budget vient des gens, justement, qui permettent le pillage du Congo. Mais il attend quoi de l'Union africaine? Et lui-même, il n'est pas clair, il n'est pas concret. Au lieu d'appeler, quand tu as un problème, quand votre maison brûle, est-ce que c'est les voisins qui sont à 1000 km que vous appelez ou c'est les voisins qui ont des murs mitoyens avec vous? Est-ce que le président a appelé la CEAC? Le plan de paix qui a échoué en Angola, est-ce que le président a appelé les Angolais pour que les Angolais viennent l'aider? Mais en fait, on ne voit pas un déploiement stratégique qui consiste à rassurer non seulement les Congolais, mais également tous les Africains sur le fait que la RDC étant attaquée, on voit un gouvernement, une présidence qui travaille à mettre fin à la situation. C'est ça qu'on ne voit pas et malheureusement c'est dommage.
Merci à vous, Dr Yomtimba. La réalisation va afficher les numéros de téléphone tout à l'heure. Après, M. Aïssi qui va également s'exprimer sur la question. On prendra les réactions des téléspectateurs. Albert Anatole Aïssi, après cet extrait du président Félix Tshisekedi, effectivement, on l'a dit sur ce plateau, beaucoup s'attendaient, d'ailleurs, on peut voir aussi les messages, beaucoup s'interrogent, qu'est-ce que le président Tshisekedi a dit? Quelle décision a-t-il pris finalement? Alors on s'attendait à des décisions quand même assez fermes, des annonces, des actions qui devraient être posées. C'est vrai qu'il a annoncé un certain nombre de mesures, précisément sur le plan humanitaire, mais c'est un discours qui n'est pas passé aussi facilement, et surtout en indexant la communauté, cette communauté internationale et bien sûr aussi le Rwanda. On a l'impression que le président Tshisekedi ne prend pas en compte un certain facteur, puisqu'on parle d'acteurs internationaux qui contrôlent le Rwanda par exemple. Madame, c'est que c'était une sortie qui était attendue, pas seulement par les Congolais, oui, mais par les Africains. Tout à fait. J'ai suivi cette sortie hier de bout en bout. Oui. Je puis vous dire que j'étais très déçu. Ça, je peux vous dire que j'étais très déçu. Vous avez ressenti la même chose que les autres? Oui, j'étais très déçu. Dans une situation exceptionnelle, il doit y avoir un discours exceptionnel. Il doit y avoir des mesures exceptionnelles. Je n'ai pas eu le sentiment que c'est le cas. Il y a eu des annonces sur la situation humanitaire qui est catastrophique du côté du Goma, oui, par exemple. Vous avez des morts, quelquefois c'est des civils, qui deviennent victimes collatérales. Vous avez plusieurs milliers de blessés. Les hôpitaux sont submergés. Mais commençons par le commencement. Oui. J'ai eu dire, dans un certain média, parce que je suis beaucoup de médias, que ce qui se passe, je crois que c'est le porte-parole du gouvernement rwandais qui l'a dit, que la situation qui prévaut actuellement du côté de la République démocratique du Congo, c'est une affaire congolaise. Ok. Mais alors, dès lors que vous avez donc une armée rwandaise qui se retrouve sur un territoire congolais, ce n'est plus une affaire congolaise. Oui. Il y a tout simplement une agression, une tentative d'annexion d'un pays. Et le Rwanda est financé, soutenu par les Américains, et on ne peut pas de l'eau de ce plateau Yam. Qui finance le M23? C'est le Rwanda, non? Et qui finance, qui arme le Rwanda? Et qui Paul Kagame? C'est pas un Américain, c'est pas un agent américain. Donc, à un moment donné, il faut dire des choses comme elles doivent être dites. Deuxième chose, tout à l'heure, Yamla a indiqué, du point de vue de la population, le Rwanda c'est à peine 17 millions d'habitants. Le Congo, je crois que c'est pas plus de 100 millions d'habitants. Peut-être qu'on va me dire que l'armée, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité des hommes et le matériel. Alors, question, est-ce que l'armée congolaise a les hommes, a les soldats qu'il faut? Est-ce que les soldats ont l'armement qu'il faut pour avoir la riposte appropriée? J'ai là entendu dire qu'une riposte est en cours. Mais est-ce qu'il faut que la riposte soit en cours quand vous êtes agressé depuis plusieurs milliers d'années, depuis plusieurs années, je veux dire? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, le commandant en chef dit qu'il riposte et en cours. Donc, il est en train d'organiser une riposte alors que son pays est agressé avec des morts de ses compatriotes sur le carreau. Et il dit qu'il est en train d'organiser la riposte. Avec qui? Au niveau de la CAC, il n'est pas présent. Et au niveau de la CAC, je crois que c'est la communauté des États d'Afrique de l'Est, je crois, il n'y est pas. Maintenant, il convoque Jupiter, ça dit l'Union africaine, pour venir faire quoi? L'Union africaine a résolu quel conflit sur le continent africain? Ça, c'est un beau théâtre. J'ai été déçu. Troisième chose, Madame Siki, ne l'oublions pas, je crois que c'est Yam qui l'a dit dans une précédente émission, je crois que c'était lundi ou mardi, il a dit clairement que la guerre qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, c'est la guerre des minéraux. Bomba! C'est la guerre des minéraux. Pas seulement la guerre des minéraux, mais c'est également une guerre géopolitique parce qu'absolument il faut allumer les foyers de tension partout sur le continent africain. Ça va donc diluer les efforts, soit de développement, soit d'investissement des États.
Oui. Et vous savez que dans ce contexte, plusieurs États perdent des milliers de dollars par an. Aucun investisseur ne peut venir là où il y a des zones de conflit. Aucun. Quatrième chose, je crois que M. Tshisekedi a été élu sur la base d'un programme politique. Mais que s'est-il passé? On ne va plus accuser, certainement pas accuser le fait qu'il a souvent subi des embargos sur les armes stratégiques. Mais vous cherchez un partenaire objectif, comme la République centrafricaine l'a fait avec la Russie. Ok, donc si on ne peut pas vous fourguer les armes, bon, il y a une solution alternative. On vient sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Parmi les ambassades qui ont été ciblées par les Congolais, vous avez d'abord l'ambassade rwandaise. Ce n'est pas anodin, parce que le Rwanda, c'est le problème. L'ambassade de la France a été également ciblée. L'ambassade de Belgique a été ciblée. L'ambassade des États-Unis a été également ciblée. Vous dites que vous pensez que c'est le peuple qui se trompe, ou bien ce sont ces gens qui se trompent. C'est ça la réalité. Ça veut dire que tout le monde, les Congolais savent ce que nous savons. C'est-à-dire que le problème de la République démocratique du Congo, ce sont les États-Unis qui exploitent le coltan, entre autres minéraux stratégiques, au travers du Rwanda, qui finance le Rwanda au travers, qui finance le M23 au travers le Rwanda. Oui. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut corriger rapidement. Parce que vous savez, le narratif, c'est important. Allez-y. Il y a certains observateurs, enfin, certains analystes, qui nous font comprendre que le M23 est un groupe anti-gouvernemental congolais. C'est faux. Vous savez que vous avez les Tutsis congolais, vous en avez les Tutsis rwandais. Tout à fait. L'armée, il y a donc eu le territoire congolais a été infiltré, la population congolaise a été infiltrée. Et vous vous retrouvez donc avec les Tutsis qui viennent, on va dire qu'ils viennent du Congo, alors qu'en réalité ils viennent de l'autre côté de la frontière. Qui ont créé, on va vous dire qu'il y a eu des malentendus, je crois que c'était au début 2000, avec un groupe qui est rebelle, ce qu'ils disent, et qui a constitué le mouvement du 23 mars. C'est pas vrai ce qu'ils disent. Donc, alors, quel moyen peut disposer le M23 pour avoir des chars, Madame Siké, pour former un groupe rebelle qui est présenté comme tel? D'où lui vient le moyen? Cet arsenal. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont les vecteurs aériens, oui. Ils ont les armes lourdes, plus les chars. Vous dites que c'est un groupe rebelle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est seulement du fait, par ce groupe armé, entre guillemets, des trafics des minéraux à l'est, je crois que c'est à l'est, au Nord Kivu, voilà, c'est-à-dire à Goma, au Nord Kivu, qui lui donne la latitude d'avoir un tel arsenal de guerre? Mais si oui, même si c'est oui, ça veut donc dire qu'il y a donc justement les complicités extérieures au Congo. Et il faut justement que le Congo prenne ses responsabilités, parce que lors de la dernière campagne électorale, les officiers politiques de M. Tshisekedi l'accusaient d'externaliser le conflit. C'est-à-dire, alors que la solution est endogène, peut être endogène, oui. Mais lui, il cherchait à chercher les solutions à l'extérieur. À l'extérieur, oui. Je crois qu'ils avaient quelque part raison. Donc, il faut trouver des solutions. Il faut absolument trouver des solutions à l'intérieur du Congo. Et la solution, c'est d'abord au sein de son armée. Parce que lorsqu'il arrive, j'ai le sentiment qu'il a commencé par une purge, sans avoir fait une évaluation. Ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Là, maintenant, vous avez les Américains qui sont en train de vouloir déplacer la zone de conflit. C'est-à-dire, déjà, ils n'ont pas le quota. Il semble que cette superficie ne leur suffit pas. Il faut encore déplacer, n'est-ce pas, la zone de conflit à l'intérieur même du territoire congolais pour continuer à exploiter les minéraux stratégiques. Je pense qu'il est de la responsabilité des chefs d'État d'assurer la sécurité, non seulement de ses citoyens, de son territoire. Merci à vous, Anatola. Ici, on va prendre notre téléspectateur du Niger dans quelques minutes. Docteur Yamtimba, rapidement, oui. Rapidement. Alors, ce qui se passe au Congo donne l'impression que les gens ne font pas attention à l'histoire. L'histoire, c'est
Et c'est le problème que nous avons en Afrique de comment les gens racontent l'histoire. C'est les autres qui nous racontent notre histoire et qui finissent même par organiser notre anthropologie. Qui est le frère de qui vient d'où, qui est de quel clan, alors que nous savons tous d'où viennent les gens et qui ils sont. Donc les gens commencent à vous raconter que les Tutsis sont ci, les Tutsis sont... Il faut qu'ils arrêtent, il faut que les chefs d'État prennent la peine de contrôler le narratif sociologique, anthropologique et historique en Afrique. Il faut faire très attention. Parce que ce qui se passe dans l'Est du Congo, il ne faut pas qu'on soit naïf. C'est une tentative d'annexion. Oui. Et je vais vous dire comment les Américains pourraient exploiter cette affaire-là. Ils vont vous raconter que si les Russes annexent le Donbass, parce qu'ils vont dire que c'est une annexion, ils ne tiendront pas compte du référendum, tout ce qui s'est tenu là-bas. Ils vont dire, ouais, les Russes vont annexer le Donbass, ils ont annexé la Crimée. Bon, dans ce cas, le Rwanda peut annexer le Nord Kivu. Vous savez, ils ont une manière de réfléchir qui est parfois un peu bizarre, mais c'est comme ça qu'ils vont réfléchir. Et c'est une tentative d'annexion claire. Et quand le président, vient et ne condamne pas d'abord ça, il va condamner la communauté internationale qui a l'intérêt. Commence par condamner la tentative d'annexion de ton pays. Quand tu condamnes d'une partie de ton pays, dès que c'est condamné, organise-la. C'est-à-dire que ça devait être anticipé depuis longtemps. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que nous avons affaire à quelque chose qui s'est produit aux États-Unis. Des gens qui sont arrivés dans un territoire et qui, à un moment donné, ont décidé de créer leur État dans ce territoire. C'est ce qui s'est fait aux États-Unis. Donc, il faut toujours nous demander qu'est-ce qui s'est passé. Or, en créant cet État, qui pourrait être... Parce qu'ils ont pris Ngoma. Imaginez qu'ils prennent tout le Nord Kivu. Mais le Nord Kivu, il peut l'amener. Ils ont déjà tenté ça dans les années... C'est quand même 6 millions d'habitants. Ils ont tenté ça dans les années 60, le Kasaï. Ils ont tenté de proclamer l'indépendance de cette zone, les Chilombo. Donc, ils peuvent décider d'amener ces gens-là à proclamer leur indépendance et à décider qu'ils ont créé leur royaume, leur pays. Ça va devenir beaucoup plus compliqué. Mais les armes, on sait comment ça arrive. Il n'y a aucun port là-bas pour dire que le bateau est arrivé. Donc, il y a des États qui convoient tout cela. On sait que les gens comme... on sait que non seulement le Rwanda, l'Ouganda a participé à l'arrivée de Kabila Père, n'a jamais été content de considérer que Kabila Père a été ingrat. Et donc, ils en veulent sérieusement au Congo. Et il y a quelque chose que les Africains doivent gérer. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de l'AES. C'était magnifique. Il faut que les Africains sachent que c'est notre solidarité qui va nous sauver et qu'il n'y a pas un Africain qu'il faut tuer ou exclure. Et la situation actuelle du Congo est telle que la CEAC doit se prononcer. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas attendre que la RDC même l'appelle. La CEAC doit se prononcer. Si le commissaire, la commissaire comité du marché de l'Afrique de l'Est, là, ils doivent se prononcer, mais eux, ils ont déjà envoyé des hommes. Mais particulièrement, la CEAC doit se prononcer. Son silence n'est pas bon. Parce que ce silence-là signifie tout simplement que soit la CEAC aujourd'hui est complice. Est-ce que c'est une nouvelle CEDEAO? Parce que si c'est une autre CEDEAO qui est en Afrique centrale, peut-être que pire, hein? Et peut-être pire, il va falloir se lever et faire quelque chose. Merci à vous, docteur Yam Timba. Toutes nos excuses à nos téléspectateurs du Niger qui est parti. On espère que la réalisation pourra le reprendre. Mais on va prendre David depuis la Côte d'Ivoire. Allô? Oui, bonjour, madame la journaliste. Bonjour, monsieur. Je salue en tout cas, je salue les deux lions indomptables de For You Matin. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je me délecte de leurs interventions. Tout mes respects à eux. Alors, je pense que je vais commencer par cette phrase pour dire que M. Tshisekedi n'est pas président en réalité. Il est juste un chef d'État. Parce qu'un président, il est élu. Et quand il est élu, c'est par son peuple. Et s'il est élu par son peuple, ça suppose qu'il a eu à convaincre. Il s'est vraiment imprégné des réalités de son peuple. Il a convaincu son peuple de ce qu'il va faire son bonheur et qu'il est à même de pouvoir défendre ses intérêts en interne comme sur le plan international. Donc, M. Tshisekedi, à mon analyse, il est un chef d'État. Il est chef sur son peuple
il est chef pour les personnes qui sont à l'international. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. Maintenant, en tant que président, ou bien en tant que personne à la tête de l'État du Congo, avant de pouvoir poser candidat, avant de venir être président, il est au courant de tout ce qui se passe depuis 30 ans dans son pays. Donc, il ne peut pas aujourd'hui, à cette heure-là, tenir un discours qui, à mon sens, qui est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de décision. Un homme d'État, il décide. Un homme d'État ne verse pas dans des discours creux. Les gens meurent par millions. Ce n'est plus par centaines ou par dizaines ou par milliers, c'est par millions aujourd'hui. Et il est le garant de la vie de toutes ces populations. Il est garant du futur de toutes ces générations qui sont en train d'être décimées sous son magistère. Et je pense qu'il doit vraiment prendre conscience de cela. Aujourd'hui, on n'entend plus au niveau du Congo la classe de l'opposition, la classe politique qui est à l'opposition. Des gens qui veulent gouverner des citoyens et le pays est en danger et il n'y a aucune déclaration, il n'y a aucune coalition de l'opposition pour dire notre pays est attaqué. Nous sommes de l'opposition, certes, M. Tshisekedi est au pouvoir, nous sommes opposants, mais notre pays, notre patrie est attaqué. Le peuple que nous voulons gouverner demain est en proie à la mort, à la terreur. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a rien, il n'y a pas de perspective. La classe politique devait se réunir autour du chef ou autour du peuple pour produire des déclarations tout azimut pour dire que notre pays est attaqué. Mais la classe politique au niveau de l'opposition est muette. Et je pense que ces personnes-là, il faut les mettre sur une liste rouge et puis ne même pas accepter qu'ils viennent parler demain aux populations lorsque les choses vont se calmer. Parce qu'ils sont tous à l'étranger, et ils sont assis et ils regardent. Comme si c'était une affaire de Tshisekedi, c'est une affaire du Congo. Et quand on est opposant, on est avant tout congolais. Et je ne vois pas la classe politique produire des déclarations, n'est-ce pas, pour dénoncer et pour pleurer au chevet du pays. Et ça, c'est très malheureux. Ça, c'est la politique des Africains, ça. Ils sont nombreux comme ça dans nos pays. Troisièmement, ce que je voulais dire, c'est cette histoire de pouvoir appeler chaque jour à la communauté internationale. Je pense que je ne vais pas être long là-dessus, mais tout président qui, dans un moment difficile, fait appel à la communauté internationale, c'est que lui-même, il est complice de l'affaire. Parce que l'histoire se répète. Les peuples qui se lèvent pour s'assumer se libèrent. Se libèrent. Donc, M. Tshisekedi ne peut pas faire appel à la communauté internationale. Je ne parle même pas de l'Union africaine. Une organisation comme celle qui est au niveau de l'Afrique centrale, semblable à la CEDEAO. La première des choses, c'est de déjà faire savoir à ses pairs que voici ce qui se passe dans mon pays. Et puis, il faut dénoncer. Mais M. Tshisekedi ne dénonce pas. Il est chef de l'État. Donc, il doit dénoncer. Ce que vous dites sur le plateau, il connaît ces choses-là. Donc, il doit pouvoir dénoncer. Et les actions de la MONUSCO, et les actions de l'Union européenne, et les actions des États-Unis, et les actions même le silence coupable de l'Union africaine, il doit dénoncer tout ça. Parce que quand tu es membre d'une association ou des associations que tu n'es pas aidé, ou que tu sens que les associations auxquelles tu appartiens ne travaillent pas pour pouvoir t'aider parce que tu es un membre de ces associations-là, mais il faut simplement les dénoncer. Et ton peuple sera avec toi. Voici des gens qui gouvernent sans les peuples. Et quand ils ont des problèmes, c'est tout à fait normal qu'ils n'aient pas recours à les peuples. Voilà, on a vu ça avec les gens de l'AES. Quand il y a eu des problèmes, ils ont eu recours. Ce sont des hommes en treillis, mais ils ont eu recours à les peuples. Et aujourd'hui, ils font même bloc. Mais voici quelqu'un qui s'est dit président, qui ne travaille pas avec son peuple. Et aujourd'hui, il a des problèmes, il n'est même pas capable de dire à son peuple, levons-nous, voici les ennemis auxquels il faut faire face. Parce que, bien entendu, il n'est pas président, il est chef de l'État. Il a été transporté, il a été imposé à un vaste pays comme ça, riche, et le monsieur, il travaille pour les autres. Donc, il a des problèmes, bien entendu, comme il n'a pas la caution de son peuple, il ne peut pas se tourner vers son peuple pour combattre. Et je voudrais terminer sur une chose. Hier, je pense que hier ou avant-hier, j'ai suivi l'intervention du docteur Yom Timba, en tout cas que j'apprécie beaucoup. Et souvent, j'entends dans la bouche des gens, j'entends la bouche des intervenants souvent dire que les élites. Moi, je pense que le mot même élite doit
sortir de la bouche des panafricanistes. Parce que quand on a des personnes qui sont à la tête des pays, elles ne sont pas forcément des élites. Parce qu'une élite, c'est un modèle. Une élite, c'est un fer de lance. Une élite, c'est un porteur de flambeau. Une élite, c'est une lumière. Mais on a des gens, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils sont financés, parce qu'ils ont des hauts postes, on les traite d'élites. Mais ce sont des voleurs, ce sont des tueurs, ce sont des distrailleurs. Parce qu'en réalité, une élite, c'est Dr Yamtimba, c'est la journaliste que vous êtes, c'est les différents lions indomptables que vous invitez sur vos plateaux. C'est eux qui sont des élites. Mais en dehors de ces politiques-là, je pense que ce ne sont pas des élites. Ce sont juste des mangeurs, ce sont juste des clubs de voleurs et destructeurs. Donc moi, je pense qu'en tant que citoyen ivoirien, voilà, on a l'espérance de ce qu'on dit. Et donc, vraiment, je pleure au chevet du Congo. Et je pense que M. Tshisekedi, bon, je n'appelle pas à quoi que ce soit, mais je pense que lui-même sait que ces jours sont pratiquement comptés. Voilà. Donc, tout est dans la main du Seigneur. Et le peuple, je crois qu'à un moment donné, le peuple saura ce qu'il veut. Et les choses se feront de façon naturelle. Ça, j'en suis sûr. Je ne pense pas que 2025 là va finir pour lui. Ça, c'est mon avis. C'est mon analyse. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu délivre le Congo de toutes les forces ténébreuses. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Monsieur David, depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, chers téléspectateurs, prière vraiment d'être précis et concis, hein, s'il vous plaît. On n'a plus, vous le savez, il est important pour nous de prendre quand même le maximum de téléspectateurs qui attendent également du côté du Standard. Donc, soyons précis et concis dans nos différentes interventions. Monsieur Peter, depuis l'Écosse, vous êtes avec nous. Bonjour, Monsieur Peter. Bonjour. Bonjour, Madame Siké. Merci, Center. Je salue le docteur Yamb et Monsieur Aïssi. Je vous remercie pour ce que vous apportez à l'ensemble du peuple africain. Et cette nouvelle Afrique métamorphosée par vos talents d'analyste politique, parce que c'était ce qu'il fallait pour contrer un peu les intox et infox des chaînes mainstream, particulièrement des chaînes du Quai d'Orsay, comme celles qui assurent les canaux actuels dans les pays francophones. Donc, quand je finis de dire ça, j'aborde vite fait le problème de l'AES, que je félicite encore, parce que là, quand je regardais la carte ce matin, ça m'a fait un peu sourire, comme si on avait supprimé une sorte de support à ceux qui sont en bas, qui font encore la grosse tête, mais qui vont finir par comprendre que c'était vraiment inutile de faire de la résistance, d'autant plus que le bonheur vient d'en haut. Et le haut, c'est sont eux. Et quand dans les 2-3 ans à venir, on va avoir vraiment des pays libres, quand je dis libres, libres de leur monnaie, des pays libres de leur, de leur joug néocolonial, et surtout industrialisés. Donc ça va attirer beaucoup de regards, et si bien que, petit à petit, ces pays côtiers encore têtus vont se rallier vite fait pour pouvoir trouver aussi leur part, je pourrais dire, de liberté. Parce que quand on voit le comportement actuel de l'AES, depuis 2012, en parlant du Mali, 2014 en parlant du Burkina, et récemment en 2023 en parlant du Niger, qui était sous une sorte d'envoûtement de colons français. Aujourd'hui, après avoir fait sauter le verrou et choisi le bon partenaire, eh bien, le Mali, par exemple, a libéré presque 90% de son territoire et le Burkina, presque 70%. Le Niger s'est permis le luxe de chasser la France, ce qui était impensable pour le Quai d'Orsay. Donc, vous voyez, c'est ce courage qu'on attend des autres. Et pour chuter, c'est ce même courage que nous attendons de M. Tshisekedi, qui est arrivé au pouvoir, qu'on a poussé un peu comme un bébé dont on pousse avec une poussette, et qui aujourd'hui veut se jouer les ingrats envers ceux-là qui l'ont placé. C'est un peu ça le problème de la RDC. M. Tshisekedi ne maîtrise rien du tout, je suis désolé. Il est face maintenant à son rôle de président de la République et il comprend qu'il n'est pas président du Congo. Il est qu'un sous-préfet qu'on a placé avec l'appui des Occidentaux, États-Unis, Belgium, France,
pour asseoir leur hégémonie et distraire les Congolais, tout en permettant à ces mêmes multinationales de travailler tranquillement avec la couverture de la MONUSCO. En fait, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, ça a causé beaucoup de dégâts au sein même de son armée qui est complètement corrompue, où j'ai entendu dire, parce que j'ai appelé un correspondant journaliste indépendant en RDC, qui m'a dit que même au sein des forces armées qui ont jeté l'éponge, beaucoup se sont permis le luxe de vendre même leur armement aux Rwandais et se chercher. Ça fait pitié. Ça veut dire que, comme a dit M. Yamtimba aujourd'hui, moi je l'avais dit hier, je dis que le scénario de la RDC ressemble à ce que la Grande-Bretagne, la France avait fait dans la région palestinienne, c'est-à-dire le petit État qu'on appelle Israël, qui devait être créé en Afrique, qui a été déporté en Palestine, a commencé à rogner petit à petit tous les États arabes. Le plateau du Golan, le désert du Sinaï, le Liban, il rentre comme il veut, vous voyez. Mais c'est exactement ce que le Rwanda fait. Parce que tout simplement, tous les points stratégiques, quand on regarde bien de façon géopolitique, Madame Siké, je vais terminer, rassurez-vous, on constate que les parties qu'Israël a occupées, qu'ils appellent les nouvelles colonies, sont des parties stratégiques et importantes pour Israël, pour son indépendance énergétique et tout ça, et pour son indépendance stratégique. Donc, on se sert de ce Rwanda pour occuper une large partie du Kivu, et demain, comme je l'ai dit, et comme l'a dit le docteur Yam, ils vont créer un État autonome, parce que depuis la visite de Joe Biden avec Anthony Blinken auprès du président angolais, parlant du projet de la route, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, qui sort jusqu'en Tanzanie ou bien Ouganda, mais ça voulait tout dire. C'était en fait un déclic, parce que ça m'a paru trop bizarre. Donc c'est pour dire que ce qui est en train de se passer fait partie du plan anglo-saxon pour recoloniser des pôles stratégiques pour que la route de la soie ne puisse pas s'achever comme China et son ami russe ont décidé de le faire. Et M. Yamtimba a raison, c'est de déporter, c'est-à-dire transplanter ou faire du copier-coller de ce que Poutine a réalisé en Ukraine, c'est-à-dire en Crimée, etc., Donbass, et le déposer en Afrique et faire du chantage. Donc c'est aux Congolais, soit ils prennent des décisions comme on dit en français, salutaires, pour déposer carrément ces incompétents qui sont là et retrousser les manches pour combattre, même pas le Rwanda, mais se combattre le système international qu'on a voulu ou qu'on veut implanter là-bas chez eux. Sinon, je vous assure que depuis longtemps, Tshisekedi aurait pu se rapprocher des dirigeants de l'AES pour leur demander « Mais comment avez-vous fait pour vous débarrasser ?» Et il lui aurait montré la route. Mais il prend des instructeurs, comme je vous avais dit dans vos émissions, Madame Siké, français. Mais qu'est-ce qu'ils vont enseigner? Qu'est-ce que la France peut enseigner à un pays où elle sait qu'il y a des stratégies, des éléments stratégiques à obtenir? Rien du tout. On lui avait demandé ça depuis, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il a été trahi. Mais il n'a pas été trahi, puisqu'on lui a fait comprendre que c'est comme ça que ça marche quand tu rentres dans notre siècle. Tu obéis et tu fais semblant. Désolé pour lui et dommage pour lui, parce que si les choses ne s'arrangent pas dans les temps à venir, vous allez entendre des bruits de bottes. Madame Siké, je répète ça encore pour une énième fois. Je m'arrête ici. Thank you so much. Bye. Merci à vous, Monsieur Peter, depuis l'Écosse. Merci pour cet appel. On va rentrer en Côte d'Ivoire et accueillir Monsieur Richard. Monsieur Richard, bonjour. Bonjour, Madame Siké, et bonjour aux lions indomptables qui sont sur le plateau, comme l'a dit mon frère tout à l'heure. Et vraiment, Dr Yamtimba, vraiment, je vous tire mon chapeau. Et je voudrais vous dire vraiment, vous êtes vraiment une mémoire. Vous êtes une mémoire, Triple A aussi, vous êtes une mémoire. Et toutes ces personnes qui passent sur For You Media, ce sont vraiment des fers de lance. Vous êtes des véritables élites africains. Maintenant, pour ne pas être long, par rapport à la situation de RDC, je crois qu'avec l'analyse des docteurs Yamtimba et de Triple A, je crois que tout est dit, hein, tout est dit. Parce que Tshisekedi, vous voyez, quand vous voulez jouer au plus malin, c'est ce que vous rattrapez. Parce que ces personnes-là, ils se font installer avec des deals
Et maintenant, quand ces deals-là leur retombent là-dessus, ils sont dans la panique, ils ne savent que faire. M. Tshisekedi ne va pas me dire qu'il ne sait pas de ce qui se passe à l'est de son pays. Et lui-même, son père, il sait bien, il connaît une chose qu'on appelle le rôle que son père a joué dans cette nation-là, et presque dans la partition même du RDC, Congo. Moi, je pense que le Congo a besoin véritablement d'un président, et je crois qu'il faut que M. Kabila revienne aux affaires. Sincèrement dit, il faut que M. Kabila revienne aux affaires pour pouvoir libérer le Congo. Voyez-vous, son père Kabila, c'est vrai, il est venu au pouvoir par l'aide de ses pays voisins là. Mais quand il est venu s'installer là, il a pensé à son pays. Il a pensé à son pays. Et donc, il a commencé à prendre les mesures idoines. C'est pourquoi ils l'ont tué. Et donc, moi, je pense que il faut qu'il y ait encore un autre Kabila. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont contre le Kabila fils, mais je pense que c'est un militaire et c'est la réponse qui prévaut en cette situation actuelle-là. Parce que Tshisekedi, il est dépassé et il est vraiment désarçonné parce qu'il ne sait pas quoi dire, parce qu'il sait comment il est venu au pouvoir. Et donc, il va se laisser manipuler par ce que les gens ont envie de faire. Il ne faut pas qu'il vienne faire le cinéma à la télévision pour parler aux Congolais. Et puis quand il parle aux Congolais, qu'est-ce qu'il dit de concret? Qu'est-ce qu'il dit véritablement? Tu es venu, tu as fait près de 7 ans. Tu n'as même pas pu te faire une véritable armée. Hein? Tu es resté là jusqu'à maintenant, voilà. Que le petit Rwanda, je dis bien le petit Rwanda, ceux-là, mais au Rwanda, ils ont quoi? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Mais Tshisekedi, lui, c'est où les âmes la quittent. Donc, il ne faudrait pas qu'il distrait les gens. Qu'il donne une réponse adéquate ou bien qu'il laisse M. Kabila venir régler ce problème-là pour nous. Parce que ça nous fait énormément mal, ça nous fait vraiment de la peine de voir un grand pays comme ça et être en train d'être malmené par des pays qui sont manipulés tout autour de lui. Hein? Il y a le Burundi qui est juste à côté là, à qui ils ont proposé de faire ces sales besoins, qui a refusé. Mais je pense que tu devais même plus t'allier au Burundi et avoir un véritable partenariat, une véritable relation avec le Burundi. Mais tu es là, tu vas aller te promener à Bruxelles, tout dernièrement, il allait à Davos. Il allait chercher quoi à Davos? À Davos, il y a quoi là-bas? Il y a quel intérêt des Africains là-bas? C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Vraiment, et bonne journée, et puis merci beaucoup. Merci à vous également, Monsieur Richard, depuis la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir appelé ce matin. Je pense qu'on va prendre le dernier téléspectateur pour ce matin, avant de revenir sur le plateau et sortir également de cette émission. Allô, bonjour. Allô? Allô? Et bonjour à nos deux panélistes. Vous savez, M. Yam Timba et M. Bill ici, on ne cessera de vous écouter. Vous avez, à la différence des autres, je peux parler? Oui, Madame Cissé, allez-y. Voilà. À la différence des autres plateaux dans mon pays ici, vous êtes vrai, vous êtes véridique et vous ne tergiversez pas sur les mots. C'est-à-dire, la différence avec ici, ce sont des amuseurs de galeries qui viennent sur les plateaux, qui caressent le chef d'État et ne disent pas la vérité. Ils sont des gens superficiels, des gens faux. Donc, avec eux, vous ne pouvez pas connaître la vérité. Par contre, avec vous, vous allez droit au but. Vous êtes clair. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour défendre quelqu'un. Vous êtes objectif, en fait, c'est ça. Voilà pourquoi on ne cessera de vous écouter. Je vous salue. L'adage dit oui, dis-moi avec qui tu marches et puis je te dirai qui tu es. C'est le cas de Tshisekedi. Ne vous détrompez. Après vous, est-ce qu'on doit parler encore? Mais seulement, il a fait un discours parce que la situation était tellement grave. Il savait que le peuple là, sont des acteurs aussi, hein, des acteurs de théâtre. Le peuple aussi attendait un mot et il est venu faire ce discours-là. Qu'est-ce qu'il a dit de bon dans ce discours?
toujours à appeler l'ONU, à parler de la communauté internationale, alors que tu as des voisins qui sont là. Est-ce que Tshisekedi ne savait pas ce qui se tramait avant qu'il prenne le pouvoir? J'ai entendu quelqu'un dire que l'opposition doit faire un discours, mais moi j'ai écouté sur des plateaux, mais on dit il n'y a pas quelqu'un qui méprise l'opposition comme Tshisekedi. Il méprise l'opposition, mais tous les chefs d'État qui sont dans la franc-maçonnerie méprisent l'opposition. C'est le cas en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui n'ont rien à voir à l'opposition. Ils méprisent, ils aiment l'opposition parce qu'ils ont un agenda extérieur. Ils obéissent à un autre agenda. Donc, quand on dit oui, opposition à partir de... Laissez l'opposition tranquille. Ce n'est pas l'opposition qui est au pouvoir. C'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Il a tous les leviers du pouvoir. Par conséquent, il doit assurer la sécurité des populations. Vous laissez vous êtes c'est ça, la CEMAC. Vous les laissez et vous parlez de... Moi, c'est l'ONU. L'ONU, mon problème. Nous, vous savez qu'on a traversé des moments difficiles. On a abrité l'ONU sur notre territoire. Mais il n'y a pas plus gros poison que l'ONU. L'ONU, c'est un poison dont son prédécesseur s'était défait et c'est lui qui allait les chercher. L'ONU, c'est le plus gros poison dont tous les Africains doivent s'en défaire. Mais c'est eux. Il y a un petit maladie. C'est eux qui arment, souvent c'est eux qui transportent, qui héliportent tous les rebelles. Je disais comme ça hier que quand vous avez une armée mangoutisée, l'armée de Tshisekedi est mangoutisée parce qu'il a pris la France venir former son armée, mangoutisée faisant allusion au chef d'état-major du président Laurent Gbagbo, qui a été le plus grand traître de l'histoire de l'Afrique, sinon du monde entier, le plus gros traître. Quand vous avez une telle armée, mais vous ne pouvez pas remporter une guerre, même avec des civils, vous ne pouvez pas remporter une guerre, parce que l'armée est infiltrée, l'armée est empoisonnée. Et je reviens, depuis 3 jours, je le répète, nous demandons à des patriotes congolais de venir prendre le pouvoir. Il faut déposer Tshisekedi. Maintenant, la diaspora congolaise, arrêtez de danser. Faites des meetings, faites tout ce que vous pouvez pour relayer ce qui se passe, pour relayer la gravité de ce qui se passe dans votre pays. Les Kofi Olomide, les Fali Poupa. Il ne suffit pas de venir en Côte d'Ivoire, venir amasser les sous. C'est pas ça qui est. Voilà votre pays. On n'a qu'une seule patrie. Votre cordon ombilical est enterré au Congo. On n'a qu'une seule patrie. Battez-vous pour cette patrie. Merci, Manila. Merci à vous également, Madame Sissi. Depuis la Côte d'Ivoire, nous allons fermer avec Ibrahim, qui est déjà calé depuis Ouagadougou, au Burkina Faso. Bonjour, Monsieur Ibrahim. Et avec Ibrahim, qui est déjà calé depuis Ouagadougou, au Burkina Faso. Bonjour, Monsieur Ibrahim. Allô. Vous écoutez par la maison, s'il vous plaît. Ouais, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. Je salue vos invités. Je salue vos invités. Et je salue tous les peuples camerounais, les présidents camerounais et des bénis Cameroun. C'est un grand pays, ce sont de bons journalistes, bonnes télévisions, bonnes radios. Je suis Cameroun depuis 2015. Je remercie tous les peuples camerounais. Et au niveau du Congo, Congo a besoin d'un jeune militaire courageux qui ne fait jamais politique, qui a des idées pour faire avancer le Congo. Quand il prend le pouvoir, il ferme toutes les frontières terrestres du Congo, il annule tout le contrat de richesses congolais, l'uranium, l'or, il a annulé tout le contrat. Il ferme toutes les frontières du Congo, parce que le Congo c'est un grand pays. C'est un pays qui a presque 10 frontières, 9 frontières. Voilà, il doit tout annuler, tout fermer, et imposer à la population congolaise l'agriculture et l'élevage, libérer tous les prisonniers, donner une dernière chance à tous les Congolais, les fonctionnaires, les militaires pourris, les fonctionnaires pourris, la population qui sont pourris là, donner une toute dernière chance à ces populations de reconstruire l'armée congolaise, faire appel dans un pays sérieux comme la Russie ou dans un pays africain sérieux, de venir aider, réformer l'armée congolaise, former la population congolaise et la politique congolaise. Parce que le Congo, c'est un pays qui est pourri. Depuis Mobutu,
Tout ce qui a dirigé le Congo, Mobutu, Kabila, père, Kabila, fils, avec le sous-préfet qui est au pouvoir aujourd'hui, là, c'est lui qui a détruit le Congo comme ça. Quant à Rwanda, Rwanda, c'est un territoire américain. Rwanda, c'est un territoire américain, c'est une base américaine. Il y a tous les mercenaires du monde en Rwanda, français, européens, américains, tout ça se trouve en Rwanda. Pour piller les Russes du Congo seulement. Oui, votre télévision fait bon travail, mais le Congolais n'écoute pas. Il s'amuse toujours, il n'a rien compris. La population congolaise ne comprend pas toujours. Il faut un jeune militaire qui va prendre le pouvoir là-bas pour mettre fin à tout ça là. Premier de ceux qui ferme toutes les frontières terrestres d'abord et il annule tous les contrats d'abord avant de diriger le Congo. Mais c'est que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Surtout Cameroun même là, c'est un pays vraiment qui a beaucoup aidé l'Afrique. Grâce à Cameroun, que l'Afrique de l'Ouest est libérée. Grâce à Cameroun, Burkina, Mali, Niger est libéré. Mais je continue comme ça, c'est vous qui allez libérer toute l'Afrique. Bonne journée. Merci à vous, Monsieur Ibrahim, depuis le Burkina Faso. Très, très bonne journée à vous également. Nous refermons donc le standard après vous et on revient sur le plateau pour sortir également de cette émission. On va quand même lire ce message d'un téléspectateur de Monsieur Zambo depuis le Cameroun qui dit... Soit ce monsieur a pris ce pays comme un fils à papa sans trop savoir ce qu'il en ferait une fois au pouvoir, en nous donnant l'impression de découvrir la complexité de la situation, alors dans ce cas, qu'il cède la place à celui qui peut, à travers des alliances d'équilibre de forces militaires, sauver le Congo. Ou alors, soit il est parfaitement au courant de ce qui se joue et joue le jeu, ce qui expliquerait qu'il n'ait dans son adresse à la nation fait aucune déclaration de guerre officielle et sonner la révolte au risque de froisser ses maîtres. Mais il faut savoir que le colonel Sultani Makenga a l'intention de marcher sur Kinshasa. Merci à vous, Monsieur Zambo, pour ce message et nous allons sortir. On peut, une fois de plus, proposer des solutions face à cette situation, même si on l'a déjà fait sur ce plateau. La situation qui évolue tout de même, M. Tshisekedi, pour le rappeler, qui a refusé de prendre part à cette réunion hier avec son homologue rwandais, Paul Kagame. C'était une initiative du Kenya. Donc, pas de dialogue, en tout cas, pour le moment, pour Félix Tshisekedi, qui estime que non seulement il ne peut pas dialoguer avec le Rwanda, encore moins avec ceux-là qu'on appelle les rebelles du M23. Pour sortir, M. Haïssi. Pour sortir, trois choses, Mme Siké. Je crois que sa posture d'hier, contrairement à ce que certains pensent, c'est une posture compréhensible et que je trouve logique. Dans le contexte ukrainien, par exemple, vous avez Zelensky qui, au départ, refusait des discussions avec la Russie pour certaines raisons. Donc, je pense que pour accepter cette discussion avec le Rwanda, il faut d'abord exiger que le Rwanda et le M23 quittent le territoire, n'est-ce pas, congolais, avant d'engager quelconque, n'est-ce pas, négociation ou bien discussion. Maintenant, il faut toujours résoudre les problèmes africains par des solutions africaines. Quand je le dis, ça renvoie à quoi? Avant d'aller chercher, n'est-ce pas, du soutien hors de votre territoire, il faut être sûr que vous avez une armée qui puisse être capable de tenir. Il vous souvient que dans le contexte des actes de Boko Haram en territoire camerounais, qui a été piloté par qui vous savez, et sur le perron de l'Élysée, Paul Biya a déclaré la guerre à Boko Haram. Sans craindre que son avion soit bombardé en plein air, alors qu'il savait qui était derrière Boko Haram. Il a dit, c'était une déclaration de guerre. C'est le type de discours qu'on aurait voulu entendre de la bouche de M. Tshisekedi hier. Que de nous dire, il appelle la mobilisation, il ne sait pas de quelle mobilisation est-ce qu'il parle. Il dit que voilà, une réponse est en cours alors que le pays est agressé. Ça, ce n'est pas la posture d'un commandant en chef. Madame Siké. La deuxième chose qu'il faut dire, en réalité, c'est Yamtima qui le disait dans une, qui le rappelle dans une précédente émission, à savoir que l'Afrique est victime d'une stratégie d'encerclement. Et ce qui se passe au Congo, précisément en République démocratique du Congo, ça concerne le Cameroun.
quand la maison du voisin brûle, il faut toujours courir, verser du sable, en tout cas porter secours, parce que l'incendie peut se propager chez vous. D'où l'urgence pour la CAC de se bouger. Même si Tshisekedi a une position ambiguë. Parce que, véritablement, j'ai de la peine, personnellement, j'ai de la peine à lire sa trajectoire, soit diplomatique, soit géopolitique. J'ai de la peine. Et même politique, j'ai de la peine, franchement, à lire sa trajectoire. Lorsqu'il était de l'autre côté de la barrière, il vous souvient qu'il avait des critiques acerbes contre Joseph Kabila. Oui, qui est au pouvoir. Par rapport à la même situation. Oui. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi est-ce que, étant de l'autre côté de la barrière, je crois qu'il a eu la pleine... La réalité, en tout cas. Non, je crois qu'il a eu le temps, n'est-ce pas, d'examiner, d'apprécier la situation et que lorsqu'il sera président, il va forcément régler ça. Mais je ne comprends pas que lorsqu'il est là, c'est lorsqu'il a que ça s'empire. Ça s'empire. C'est lorsqu'il a que ça s'empire. Et là, vous avez donc des annonces des rebelles ou des groupes armés qui vont marcher sur Kinshasa. Oui, malheureusement. Alors, il y a un problème. Ça nous renvoie aux images de Kabila Père, qui, lui, justement, était dans une dynamique de libération du Congo des envahisseurs étrangers. Mais lui, je crois que là, il va falloir quand même qu'on trouve rapidement une alternative. Je veux parler des Congolais. Que c'est l'armée ou ailleurs, qu'on y trouve rapidement des alternatives, que la CAC trouve rapidement des alternatives. Je pense que d'abord, dans le contexte actuel, il faut d'abord sécuriser le territoire. Donc, la solution, peut-être, la solution politique doit être posée sur la table, doit être mise sur la table, mais dans l'urgence, il faut utiliser la diplomatie. Parce que la force, j'ai le sentiment que les alliés de la force n'est pas en faveur du Congo RDC. Actuellement. D'abord, l'armée est infiltrée, le territoire est infiltré et carrément annexé par plusieurs ennemis, dont le M23 plus connu et le Rwanda désormais. Parce qu'il y a d'autres qui sont moins nommés, mais qui sont également commettent également des exertions contre les populations et qui se livrent à des trafics justement de diamants, de coltan et consorts, et pour financer l'effort de guerre. La communauté internationale n'a rien à voir dans ce qui se passe au Congo. Elle ne peut pas être une solution. Puisque la communauté internationale, au travers la plus haute instance internationale, c'est-à-dire l'ONU, elle a depuis bientôt 30 ans, n'a pas eu de solution. Bien au contraire, on y retrouve régulièrement dans les temps de l'ONU des lingots d'or, du diamant. En fait, ce sont les ingénieurs entreillis sur la bannière de l'ONU qui font justement du business du côté de la République démocratique du Congo. On ne sait pas trop bien pourquoi est-ce que Tshisekedi a accepté que le mandat de cette mission-là soit prorogé, alors qu'il était dit dans les chaumières que ce mandat va être, le mandat de cette force de maintien de la paix sera, va prendre son terme. Oui. Je crois que c'était cette année ou l'année dernière. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi ce mandat a été prorogé. Bref, ça donne donc l'impression que justement, M. Tshisekedi était un acteur majeur dans la crise actuelle. Je parle en défaveur des intérêts de son pays, de son peuple, dans la crise actuelle. Merci à vous, Albert Anatola, ici, Dr Yom Timba, pour sortir. Effectivement, la CEAC est interpellée. Félix Tshisekedi refuse pour le moment, en tout cas, le dialogue. Mais il faut bien trouver une solution à cette guerre. Il faut trouver une solution et on va la trouver. Quoi qu'il arrive, les Congolais trouveront une solution et nous, les Africains, trouverons une solution. Cette situation n'est pas uniquement congolaise. C'est une situation, n'en déplaise à ceux qui créent des néologismes congolo-congolais et tout ça. C'est une situation africaine. Et la solution militaire est la première étape. Elle est d'ailleurs beaucoup plus rapide que la solution diplomatique. En prenant en compte peut-être l'armée qui est infiltrée, comme l'a dit M. Infiltrée et qui n'a pas les moyens d'être au top. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui... La solution militaire ne signifie pas nécessairement qu'elle sera conduite par M. Tshisekedi. Ah, je vous vois venir. La solution militaire ne signifie pas du tout qu'elle sera nécessairement conduite par M. Tshisekedi. Mais la solution militaire
non seulement elle est inévitable, nécessaire, urgente, et tout simplement, il n'y a aucune autre possibilité, il n'y a aucun moyen de l'éviter. Il n'est pas dit que ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, ce sont eux qui vont l'implémenter. Oui. Et je vous invite à regarder de très près, à suivre de très près les manœuvres de M. Bemba, qui mobilise, qui sensibilise, qui encadre, qui sillonne le pays pendant que le président est douillettement assis à Kinshasa. Il faut penser à tout cela. C'est la solution, la première étape. Il n'y a pas 1000 choses à faire. Vous êtes attaqué, on a pris Goma, une ville d'1 million d'habitants, c'est inacceptable. Vous vous débrouillez, vous remuez ciel et terre, vous allez reprendre cette ville et vous fermez cette frontière. Votre frontière avec l'Angola n'est pas en danger. Votre frontière avec le Congo, votre frontière avec la RDC, avec la République centrafricaine, il n'y a pas de risque là-bas. Vous concentrez une bonne partie de vos forces sur cette frontière-là. La province de l'Équateur, du Haut-Congo, le Nord Kivu, le Sud Kivu, jusqu'au nord du Kasaï, parce que là vous êtes déjà au niveau du Rwanda, au niveau du Burundi, au niveau du Burundi, parce que le Burundi est au sud du Rwanda, eh bien vous concentrez une bonne partie de vos forces à cet endroit et vous fermez cette frontière. Aussi simple que ça. Qui va implémenter cette solution militaire? Un homme providentiel va apparaître. Et croyez-moi, je doute fort que M. Tshisekedi ait la capacité de mener de telles opérations. Et je crois que soit il sera maintenu à la tête de l'État pour qu'il n'y ait pas trop de remous, soit le nécessaire sera fait pour que celui qui est capable de conduire cette solution militaire puisse la conduire. La deuxième chose, c'est que la solution diplomatique se fera concomitamment, mais elle n'aura de pertinence que si la solution militaire est implémentée. On ne parle pas en diplomatie en position de faiblesse. Quand vous allez en diplomatie, vous devez avoir, si pas une position de force, vous devez avoir au moins une position qui s'entend, qui peut s'écouter. Si vous n'êtes pas pertinent, si vous n'êtes pas capable de vous faire écouter, mais pourquoi est-ce que les gens prendraient le temps de vous écouter? Et lorsque votre pays est attaqué, vous ne faites pas la politique de la chaise vide n'a jamais aidé personne. Je ne me souviens pas dans l'histoire qu'un chef d'État ait adopté cela. Vous pouvez estimer que vous ne voulez pas participer à quelque chose, mais si vous donnez votre accord, oui, vous ne retirez pas votre accord. Parce que quand vous retirez votre accord, ce que les autres pays ou les autres acteurs, justement par les diplomaties AAA, ce qu'ils retiennent, c'est que vous n'êtes pas fiable. Et qu'il y a probablement quelque chose que vous cachez. Ou tout au moins, il y a quelque chose qui vous fait peur. Ou peut-être qu'il y aurait quelque chose qui vous échappe. Et dans les trois cas, vous faites perdre leur temps, leur énergie, leurs ressources aux autres, et ils ne vous écoutent plus. La solution diplomatique, c'est de dire, ok, nous sommes le Congo. Ce n'est pas de dire, nous sommes le grand peuple congolais. Vous pouvez le décrier sur les toits autant que vous voulez. On veut le voir sur le terrain. Et je vous le dis encore, si les rebelles n'arrivent pas à Kinshasa, ils vont proclamer un État dans l'Est du Congo. Et quand ils annexeront, ils vont annexer, pas proclamer, ils vont annexer une partie de l'Est du Congo. Et quand ils annexeront une partie de l'Est du Congo, ils vont, les parrains de ces gens-là vont réveiller les vieux démons des années 60 et chaque petit coin du Congo voudra proclamer son indépendance. Nous devons faire attention à ce qui est en train de se passer parce que nous sommes dans des... Nous, les panafricanistes, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour nous. Parce que notre option, c'est l'unité de l'Afrique. Et lorsque les gens sur notre continent s'amusent à créer des contextes de division, il y a quelqu'un qui m'a écrit là pour me dire l'Érythrée, le Soudan, le Mali qu'on voulait diviser, la Côte d'Ivoire qu'on a voulu diviser, etc. Le Cameroun qu'on essaye de diviser, ou qu'on a essayé, parce que je crois que c'est après nous maintenant, le Nigeria. Tous ces pays, et regardez bien tous ces pays-là. Regardez bien tous ces pays, on essaie de les diviser parce qu'il y a des ressources très spécifiques qui s'y trouvent. Le Mali. Donc, vous comprenez que
le Congo qui est encore plus grand et encore plus riche fait l'objet de ces convoitises. Et nous devons faire très attention parce que nous autres, les Africains, devons lire la situation de notre continent à un certain niveau. Les gens cherchent le moyen de faire du chantage au président russe, mais très loin de la Russie. Si, aujourd'hui, les gens annexent une partie du nord du Congo, à votre avis, que se passera-t-il lors des négociations annoncées en Ukraine? Que se passera-t-il? Ils vont dire, nous lâchons le Congo, cette partie du Congo, si vous lâchez tous les territoires que vous avez conquis en Ukraine, qui sont passés sous contrôle russe en Ukraine. Est-ce que nous, les Africains, nous pouvons nous permettre de donner à ceux qui pillent nos pays, à ceux qui soumettre nos peuples au néocolonialisme, d'avoir sous leur manche quelque chose qui fait chanter un de nos meilleurs partenaires internationaux? Nous devons avoir la pleine lucidité dans l'analyse de la situation de l'Afrique. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Et ils vont utiliser ce même atout contre la Chine. Vous collez la paix à Taïwan parce que vous collez la paix à Taïwan, ou alors, si vous voulez attaquer Taïwan et unir la Chine, mais vous lâchez le Rwanda qui veut unir cette nouvelle partie du Congo à son territoire. L'Afrique ne peut pas se permettre ça. C'est pour ça que la CEAC devrait se réveiller. Et comme on sait que la CEAC ne se réveillera pas, nous rappelons à tous les Africains, il nous faut 10 000 dirigeants panafricains rapidement. Parce que c'est cette compréhension du monde que nous aurons. Et vous voyez que cette compréhension du monde crée la paix partout. Parce que ça évite ces chantages-là. Et vous voyez que la diplomatie, dans ce cas-là, devient une diplomatie de gens raisonnables. Une diplomatie d'équilibre de la terreur. Il n'y a pas certains qui ont le monopole de la terreur et qui l'imposent aujourd'hui. Il y a un équilibre parce que vous refusez que les gens aient des manches contre vos partenaires. Et ça, c'est extrêmement important. Les questions, là vous parliez vous parliez de l'avenir du Congo. Je crois que la RDC, si on ne fait pas attention, peut connaître un changement, un bouleversement politique important cette année. Et ce bouleversement politique important, il vaut mieux, et ça c'est à l'adresse vraiment des Congolais pour fermer madame, les Congolais ont intérêt à ce que le bouleversement politique se fasse dans le sens de la défense de leurs intérêts. Et que ce soit eux, ils provoquent ce bouleversement politique. Mais si ce bouleversement politique provient du M23 et de l'extérieur, ils perdront leur pays et pour très longtemps. Mais ce qui est dangereux, c'est que ça va déstabiliser et peut-être détruire la CEAC. Et ça, c'est inacceptable et ça ne se produira pas tant que nous serons africains. Merci à vous, Dr Yam Timba, Monsieur Albert Anatola ici. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous ce matin. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir participé à cette autre édition de For You Matin. On ne vous oublie pas, vous qui avez participé à travers nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, notre application For You Media Africa. Merci infiniment, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette autre édition de For You Matin. On vous souhaite donc une très très belle matinée en compagnie de nos programmes. On se donne rendez-vous demain à la même heure.